Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benoît Loguet, directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat, ou I4C. Cet institut a été créé en 2015 et est aujourd'hui un acteur de référence sur les questions de financement de la transition écologique. Sa mission est de produire des analyses rigoureuses et indépendantes pour éclairer les décisions publiques et privées aussi en matière d'investissement climatique. Benoît Loguet a débuté sa carrière à la Caisse de dépôt et il travaille depuis plus de 20 ans à l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques économiques, budgétaires et d'investissement en France comme à l'international. Il est également membre du Haut Conseil pour le climat et siège dans plusieurs instances consacrées à la planification écologique et à l'adaptation au changement climatique. Son intervention d'aujourd'hui portera sur une question essentielle pour nous. Comment financer et planifier concrètement la transition écologique? En croisant les enjeux d'atténuation, d'adaptation, de coûts et de justice sociale, il nous apportera un éclairage précieux pour les implications pour nos métiers d'ingénierie, pour mieux intégrer donc les enjeux climatiques dans la conception des projets, le choix d'investissement et la gestion des risques. Merci à lui d'être là avec nous aujourd'hui et à Alexis d'avoir pu nous les inviter. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Même au fond, c'est bon, ok. N'hésitez pas à venir au premier rang. J'ai jamais mordu personne, enfin jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais mordu personne. Donc n'hésitez pas à venir dans les premiers rangs, en tout cas, ça permettra de mieux voir. Bien, je vais essayer de vous charmer avec ma voix flûtée pendant 45 minutes à peu près pour parler d'un sujet essentiel, c'est le financement de la transition écologique. Donc on s'intéresse à une chose bête et méchante, c'est comment financer et mettre en œuvre la transition écologique. À l'Institut de l'économie pour le climat, on réduit la transition écologique à un sujet qui est le climat. Alors, si vous travaillez sur d'autres sujets, biodiversité ou autres, je vous expliquerai pourquoi, non pas c'est pas important, mais pourquoi, à partir de ce qu'on fait sur le climat, on peut réfléchir sur des enjeux biodiversité par ailleurs. Voilà. Donc, je vais uniquement parler de climat. Si vous me titillez, on pourra parler d'autres choses, mais je sortirai de mon domaine d'expertise. Le contenu un peu en vrac, on va dire qui nous sommes, je vais en parler quand même. On va parler de réduire les émissions, donc ça c'est l'atténuation. J'espère que le mot vous parle. S'adapter au climat qui change, c'est l'adaptation. On va répondre à des questions triviales du genre combien ça coûte et qui paye, mais ça n'intéresse personne. Et puis on va parler de planifier, c'est un mot qu'on aime bien. La planification, pour moi, ce n'est pas un gros mot, c'est un préalable indispensable pour une transition réussie. Allez, en quelques mots, donc ça c'est ma pomme. L'essentiel de mon temps professionnel, je le dédie à l'Institut de l'économie pour le climat. Et puis j'ai plein d'autres casquettes. Voilà, donc au Conseil pour le climat, c'est à peu près 10% de mon temps. Tout ce que vous avez au-dessus, c'est des organismes publics ou pas loin, ou dans la sphère publique qui travaillent pour la transition écologique et que j'essaye d'influer. C'est à peu près 10% de mon temps aussi. Donc ça fait 20% de mon temps. Et puis les 120% restants, c'est pour I4C, donc l'Institut de l'économie pour le climat, à grosse maille. Un mot, c'est action publique, financement, climat. C'est vraiment les trois mots qui me caractérisent, mais qui caractérisent l'Institut de l'économie pour le climat. En deux mots, quand même, pour vous dire, vous aimez les chiffres, j'imagine. Donc le président Jean Pisani-Ferry, et puis, on est une quarantaine de membres d'équipe aujourd'hui. On sort des publications, on organise des événements, etc. Donc, tout ça est public. Et puis, on participe à des événements organisés par d'autres. Et accessoirement, on va de temps en temps causer à des décideurs, puisque c'est notre métier, donc des décideurs publics. On va leur causer, pas pour leur vendre un truc, on n'a rien à vendre, mais pour leur présenter les travaux que l'on fait et en quoi ça peut nourrir leur réflexion pour faire en sorte qu'il y ait des politiques en faveur du climat qui soient plus efficaces, qui atteignent leur objectif, plus efficiente, c'est-à-dire plus économe en argent, et notamment en argent public, et plus juste. On pourra revenir sur ce qu'on entend par juste. Voilà, si vous aimez ça, regardez notre compte LinkedIn, etc. On est encore sur Twitter, mais on n'y est plus, enfin sur X, pardon, mais on n'est plus actif dessus. Donc regardez plutôt LinkedIn. Voilà, donc on va parler de tout ça. Alors ça, c'est à peu près le déroulé tel que je vais le faire. On va parler encore une fois uniquement de climat, atténuation, adaptation. Je vais faire un petit peu d'histoire parce qu'en discutant avec Alexis, il m'a dit fais un petit peu d'histoire. Donc je vais parler d'histoire.
On va voir où on en est aujourd'hui en termes de financement de la transition. Spoiler, il reste des choses à faire. Voilà, donc c'est à la fois décourageant et en même temps très motivant. Il reste plein de choses à faire. Donc on va voir ce qui reste à faire et les enjeux. On va essayer de parler aussi de combien ça coûte avec une unité monétaire que vous maîtrisez tous, qui est le milliard d'euros. Ça, c'est l'unité monétaire que je manipule tous les jours. Et vous allez voir, ça va vous parler assez rapidement. Et puis, je ne vais pas beaucoup parler de CETEC. Vous connaissez vos métiers mieux que moi, mais à certains moments, je vous dirai, tiens, là, il y a peut-être un truc pour vous à creuser. Et donc, je vous laisserai ensuite faire votre travail au-delà de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Je fais tout de suite la conclusion, comme ça permettra à ceux qui sont pressés ou fatigués de dormir et aux autres de m'écouter. Alors, première conclusion, notre ligne d'action, c'est qu'il faut investir pour le climat, au sens faire des investissements, de la formation brute de capital fixe, pour parler comme des économistes. Donc, des investissements, c'est des infrastructures, des bâtiments, etc. Et il faut en faire pour transformer l'économie et la rendre à la fois compatible avec les objectifs d'atténuation, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va falloir pas faire de la sobriété par ailleurs, mais la sobriété est facilitée par des investissements. Une forme de sobriété, la plus bobo, c'est faire du vélo. Si vous voulez que les gens fassent du vélo, il faut des vélos, des pistes cyclables. Bon, appelons ça de l'investissement. Et c'est plus que jamais nécessaire. Pour le climat, c'est plus que jamais nécessaire, mais pas forcément au nom du climat. Je vous donne 3 bonnes raisons d'investir pour le climat, mais pas forcément au nom du climat. Des questions de souveraineté. Se dire, bah tiens, finalement, quand on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on a des chaînes de valeur un peu plus courtes et ça nous permet d'être un peu plus en maîtrise de nos chaînes de valeur. Des questions de sécurité énergétique. Exemple au hasard, Vladimir, en 2022, a décidé d'envahir un pays qui ne lui plaisait pas juste à côté de lui. Les prix de l'énergie ont fait n'importe quoi. Il a fallu protéger dans l'urgence les Français dont la facture énergétique a explosé. Coût pour les finances publiques, 100 milliards en 3 ans. 100 milliards d'euros en 3 ans pour la France. Sympa. Donc voilà, c'est une question de sécurité énergétique aussi. Si on avait investi pour le climat il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, au moment du Grenelle de l'environnement, si on avait fait tout ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, en fait, ce qui s'est passé en Ukraine, d'un point de vue énergétique, nous aurait même pas fait mal. Voilà. Je dis bien d'un point de vue énergétique et uniquement pour la France. Et puis, c'est une question de sécurité tout court, parce que ça va peut-être vous surprendre. Je ne sais pas, vous avez une idée de l'ordre de grandeur quand on achète 1 euro de combustible fossile? Combien part dans la poche de Vladimir? 15 centimes. Il fait quoi avec ces 15 centimes, Vladimir? Je ne sais pas, peut-être des trucs. Aujourd'hui, il fait tout un tas de trucs. Demain, il fera peut-être d'autres trucs. C'est peut-être aussi une question de sécurité tout court, finalement, investir pour le climat. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais en tout cas, se passer des énergies fossiles globalement, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Et encore une fois, le climat, c'est peut-être la moins bonne raison de se passer des énergies fossiles. Deuxième morceau de la conclusion, et il y en aura un troisième, c'est que la transition climat doit être accessible à tous. Je vous renvoie, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes générations dans la salle. Alors en 2018, vous n'étiez pas nés, mais il y a un truc qui s'est passé qui était les gilets jaunes. Nous, ça nous a beaucoup marqué parce qu'on s'est dit, ah ouais, en fait, quand on met les gens dans une seringue et qu'on dit, bah tiens, les gars, vous allez transiter, en fait, les gens, bizarrement, mettent un gilet jaune et vont griller des merguez sur un rond-point, bizarrement. Et en fait, ils ont parfaitement raison. On les met dans une seringue, un truc dans lequel il n'y a pas de solution. Donc en fait, il faut une transition juste, condition indispensable. Et puis, troisième chose, je l'ai déjà dit, il faut en fait planifier, planifier, planifier. C'est la seule chose à faire. Cette transition ne va pas arriver par hasard. Il faut la planifier. Ça permettra, un, d'éviter d'avoir des chocs, et deux, de diminuer les coûts. En fait, c'est contre-intuitif, mais plus on planifie, plus on diminue les coûts. Allez, après cette longue introduction, je vais commencer sur le fond. Alors, c'est parti, il y a pas mal d'images, de graphes, etc. Quelques animations, et puis quelques chiffres. Donc, voilà, essayez d'écouter, de retenir les chiffres. Et puis, je serai à vous pour les questions. Alors, pareil, pour ceux qui étaient nés, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 12 décembre 2015? Moi, je m'en souviens très bien. Alors, j'étais dans la rue, j'étais pas au Bourget, mais j'étais dans la rue et je me souviens parce qu'on échangeait avec des collègues et on a entendu, OK, c'est bon, l'accord est conclu. Et donc, voilà, vous pouvez voir un certain nombre de personnages disparus depuis sont en train de célébrer quelque chose. Un succès diplomatique, peut-être, mais peut-être aussi un peu plus. Qui a lu l'accord de Paris? Toujours un super succès avec cette question. Bon, je vous encourage à le lire, 29 articles, ça se lit vite, et puis je vais vous aider à le lire. Il y a un article à lire qui est intéressant, et même un sous-article. Mais avant de faire ça, alors, je vais essayer de lancer ça. Je vais faire un petit peu d'histoire. Donc, je vais vous emmener de Rio à Paris en 83 secondes. C'est le moyen de transport le plus rapide que j'ai trouvé. Ça va vous raconter, donc 1992, les 3 conventions de Rio, dont une sur le changement climatique. Là, c'est une petite vidéo qui a été faite à la veille de l'accord de Paris. Donc, ça explique, en gros, où on est passé de Rio, où on s'est dit, Houston, il y a un problème avec le climat,
Protocole de Kyoto, ça vous dit quelque chose? Ok, les pays du Nord doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Après, ça ne sera pas marqué, mais on va parler, enfin, on parlera un peu de la conférence de Copenhague, l'échec de Copenhague, où on se dit, ah ouais, tous les pays doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et puis ensuite, on va arriver à Paris. Alors, en 83 secondes, ça va un peu vite, mais ça va vous donner la substantifique moelle de ce qui s'est passé en presque 25 ans. Voilà, donc en 83 secondes, où on était à la veille de l'accord de Paris, voilà, tout le monde qui se disait bah, c'est à toi, non vas-y, bouge, toi le premier, etc. Vous avez vu à peu près le genre de mécanisme dans lequel on se retrouvait. Donc un petit peu embêtant. Pardon. Voilà. Et donc là arrive l'accord de Paris. Donc quand vous voyez Fabius et consorts lever les bras, qu'est-ce qui célèbre finalement? Donc ça, la réponse est dans l'accord de Paris qu'il faut lire. Lisez-le ce soir. Et en fait, moi, il y a un article dans l'accord de Paris qui m'intéresse, c'est l'article 2, et notamment l'article 2, alinéa 1. Voilà. Enfin 2.1, pardon, et dont je vous donne les 3 alinéas. L'alinéa A, ça donne en fait les 3 objectifs de l'accord de Paris. Si on vous demande dans un dîner en ville, c'est quoi l'accord de Paris, vous pouvez vous en sortir en disant ça revient à aligner climat, développement et finances. Et déjà, ça, c'est une bonne réponse. Premier objectif de l'accord de Paris, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés. Tous les mots comptent. En poursuivant l'action pour limiter l'élévation à 1,5 degré. Donc ça, ce premier objectif, c'est le 2.1a. Le 2.1b, c'est renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques, promouvoir un développement à faible émission de gaz à effet de serre d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Souvenez-vous des pays en développement qui disent on est en train de se développer, on a besoin de continuer à émettre. Et puis le 2.1c, c'est mon favori, rendre les flux financiers compatibles avec les 2 objectifs précédents. Donc nous, on est un peu le think tank du 2.1c, si vous voulez. Moi, mon métier, c'est d'aligner les flux avec les objectifs de l'accord de Paris, d'aligner les flux financiers. C'est quoi un flux financier, au fait? Avez-vous déjà vu un flux financier dans votre vie? Vous en voyez tous les jours. Quand vous allez acheter une baguette de pain chez votre boulanger, il vous donne une baguette, vous lui donnez quoi? De l'argent. C'est un flux financier, c'est un OPEX. Ouais. Et puis, il y a d'autres flux financiers qu'on appelle les CAPEX. Et nous, c'est ceux qu'on regarde essentiellement parce que c'est ceux-là qui structurent finalement l'économie. C'est en fonction des CAPEX qu'on fait aujourd'hui, je peux vous dire si on est en ligne ou pas pour atteindre les objectifs 1 et 2, selon les choix qu'on fait de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de caractère adapté au climat du futur ou pas d'un projet. Donc nous, on regarde ça, on regarde vraiment les investissements. On regarde un peu les émissions de gaz à effet de serre pour s'amuser, mais on regarde surtout les investissements, parce qu'encore une fois, c'est ça qui détermine notre capacité à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est clair? Allez, on fait un petit zoom sur l'atténuation. Alors, l'atténuation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit rester en dessous de 2 degrés au niveau mondial? Ça veut dire ça. Là, c'est de la physique, hein, ce n'est pas de la politique. Ça veut dire, alors là, vous avez en jaune les NDCs, hein, ça vous dit quelque chose ou pas? Non, les contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire finalement, c'est les engagements que prennent les États de façon unilatérale en disant, moi, dans le cadre de l'accord de Paris, ma contribution, ça va être de réduire mes émissions de temps. Donc quand on fait la somme de toutes ces contributions, on a la ligne jaune. Alors elle a été un peu mise à jour, mais fondamentalement, elle ne bouge pas. Et puis, vous avez les scénarios 2 degrés ou 1,5 degré. Donc là, si vous prolongez la courbe bleue 2 degrés, hop, ça coupe l'axe des abscisses vers là à peu près. Donc là, ça veut dire qu'en 2080, il faut que le monde soit neutre en carbone. C'est-à-dire que les émissions soient, en termes nets, nulles. C'est de la physique, hein, c'est vraiment pas de la politique.
Si on veut arrêter le réchauffement climatique, il faut stabiliser la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Si on veut stabiliser la concentration en gaz à effet de serre, il faut ramener les émissions en termes nets à zéro au niveau mondial. Donc il ne faut pas réduire les émissions, il faut les ramener à zéro. C'est un peu la différence entre fumer un peu moins et arrêter de fumer. Vous voyez, enfin c'est voilà. Donc il y a quand même un sérieux enjeu et c'est au niveau mondial. C'est pas que pour la France ou pour l'Europe, niveau mondial. À grosse maille, il y a les 2 degrés, vous prolongez 2080, 1,5 degré, on est plutôt aux alentours de 2060-2070. On est en quelle année déjà? 2025, c'est ça, hein, ok. Donc on a à peu près 50 ans pour faire une grande transformation de l'économie mondiale. Et encore une fois, c'est de la physique, hein, c'est pas de la politique. Alors question pour vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que ce machin, je vous aide, avec la Trémis, c'est une centrale à charbon, est-ce que ça a un avenir dans un monde zéro émission nette? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. La réponse est oui peut-être, mais à condition de capturer tout le CO2 qui sort des tuyaux en sortie. Voilà, c'est une réponse possible. La mobilité telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec notamment des moteurs thermiques, pareil, est-ce que ça a une place? Les formes urbaines telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec des bâtiments assez énergivores, est-ce que c'est compatible avec un monde zéro émission net? Et puis ce sympathique petit animal qui émet 3 tonnes de CO2 équivalent chaque année, est-il compatible avec un monde zéro émission net? Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? Qu'est-ce qu'il va falloir réduire, etc., pour atteindre un monde zéro émission net? Là, je ne vous parle que d'émissions. À un moment, bien sûr, il y a une question d'absorption de CO2. L'absorption de CO2, c'est l'océan. Ça, on n'a pas trop de levier dessus. C'est l'agriculture, c'est la forêt, et puis après, c'est des moyens technologiques divers et variés sur lesquels on peut se dire qu'on aimerait bien parier pour stabiliser la température mondiale. Voilà en gros le monde qui nous attend. L'air sous la courbe, c'est à peu près 1000 milliards de tonnes équivalent CO2, donc le budget carbone, on va dire. Et donc, si on dépasse ça, ben, on va dépasser les 2 degrés. Si on fait moins que ça, on va aller en dessous de 2 degrés. Alors, pour les gens qui diraient, mais 2 degrés, enfin, 2 degrés, c'est pas possible, autant abandonner. J'ai entendu des patrons de compagnies pétrolières françaises, par exemple, dire ça. Ben, pas de problème, hein. OK, si on se dit que 2 degrés, c'est pas possible, visons 3, 4, 5, 6 degrés. Mais la conclusion est toujours la même. À la fin, il faut être zéro émission nette. La seule chose qui change, c'est le calendrier. On se donne plus de temps. Et si on atteint 5-6 degrés, ben, il faut gérer les conséquences d'atteindre 5-6 degrés en parallèle. Il n'y a pas de repas gratuit, comme disent les économistes. Voilà. Donc pour faire ça, il va falloir planifier, hein. Il y a pas on ne va pas y arriver par hasard. Zéro émission nette. Voilà. Quand on donne un objectif assez ambitieux, assez rapproché dans le temps, en fait, il y a une seule chose à faire, planifier. Moi, je donne deux exercices à mes étudiants quand je les ai sous la main. C'est dites-moi comment vous allez planifier vos prochaines vacances, en supposant que vous avez évidemment des enfants, un conjoint, tout ce qu'il faut. Et puis, comment vous planifiez la rénovation de votre logement en supposant, pareil, que vous avez des enfants, un conjoint, et donc que vous ne pouvez pas trop vous planter ni sur le budget, ni sur le calendrier. Et en général, ils trouvent les bonnes briques. Pour planifier, il faut faire plein de choses. Mais en fait, ça revient à 5 briques. Là, ce qu'on va demander à faire au niveau mondial, ce n'est pas une transformation marginale de l'économie, ce n'est pas transformer trois voitures en 3 voitures électriques, etc. C'est vraiment transformer l'ensemble de l'économie et des chaînes de valeur. Donc une transformation que je qualifierais de radicale. Il faut faire pivoter les chaînes de valeur ensemble. Je pense que vous y êtes un peu sujet chez CETEC. Vous avez peut-être des solutions. Et puis, il y a d'autres morceaux de la chaîne de valeur qui vous disent « Ah ben oui, mais nous, on veut bien, mais en fait, non. » Voilà. Ou bien, on ne va pas prendre cette solution parce qu'on n'a pas l'argent ou parce que le reste de notre chaîne de valeur ne le demande pas, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs maillons des chaînes de valeur à faire pivoter ensemble. Et la seule façon de faire pivoter tout le monde ensemble, c'est de donner le grand plan et de dire « OK, à 3, on y va. 1, 2, 3, pouf !» Et ça s'appelle la planification. Si vous faites de la danse de salon ou du line dancing ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. À un moment, il y a une question de confiance collective. Et donc, on ne va pas y arriver par hasard, mais en fait, il y a une méthode très simple, c'est les 5 P. Alors ça, c'est un truc qu'on a théorisé. Voilà, il faut un projet, c'est-à-dire se dire, OK, où on veut aller, comment on fait, enfin, c'est quoi un peu la vision. Donc là, pour nous, c'est clair, neutralité carbone à horizon avant la fin du siècle au niveau mondial. Il faut un pilote. S'il n'y a personne responsable d'eux, il ne se passe rien, et c'est normal. Il faut un plan, c'est-à-dire une trajectoire pour arriver. Okay, comment on va faire pour arriver à la neutralité carbone? Est-ce qu'on va tout faire d'un coup dès maintenant? Est-ce qu'on va tout faire en 2100? Ou bien est-ce qu'on va faire de façon progressive, etc. Il faut, et ça c'est notre marque de fabrique, il faut un plan de financement. Si vous faites un super plan qui n'est pas financé, en fait, ce n'est pas un plan. Prenez l'exemple des vacances ou de la rénovation d'un logement. En général, vous avez ce qu'on appelle un budget. Et si vous n'avez pas ce budget, vos plans, ça reste des plans. Mais chez CETEC aussi, vous utilisez des budgets, j'imagine. Non, enfin, pas que des plans. Et puis, il faut prévoir les imprévus. Quand vous faites des travaux lourds, vous avez toujours la petite ligne, 10-20% imprévus, voilà, qui n'arrivent jamais, évidemment. Mais au cas où ça arrive, il faut quand même les prévoir. Donc, tout ça, en fait, il faut le faire. Et c'est ce qu'on essaye de pousser auprès des différents gouvernements, et notamment la France et l'Europe. Un petit focus France.
en France, on a transcrit notre objectif de l'accord de Paris. On s'est dit, OK, on va être neutre en carbone à horizon 2050 pour la France. Donc 2050, pareil, c'est dans 25 ans. 25 ans, c'est demain, littéralement. C'est-à-dire que la plupart des investissements qu'on fait dès aujourd'hui seront encore là en 2050. C'est quoi la durée de vie d'un bâtiment? 100 ans, OK. On le rénove tous les combien de temps? Tous les 20 ans? Ouais, 20 ans, 30 ans. Bon, ça veut dire qu'un bâtiment qu'on rénove aujourd'hui, il va encore être là peut-être en 2050. Donc, il ne faut pas trop se planter. Quand on le rénove, il faut qu'il soit neutre en carbone compatible. Et donc, et en fait, il y a beaucoup d'investissements à longue durée de vie. En fait, c'est le cas en 2050, ils seront encore là. Il y a sur les voitures, une voiture, allez, c'est une durée de vie d'une quinzaine d'années. On peut encore se permettre de faire quelques bêtises. Mais sur le reste, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc voilà, neutralité carbone pour la France, ça veut dire qu'en 2050, on aura divisé les émissions par un facteur 6 à 8 et on aura doublé les puits de carbone dans un climat qui change, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'agriculture et la forêt vont continuer à séquestrer et même faire plus. Va-t-on y arriver? C'est une vaste question, mais en tout cas, il y a un plan du gouvernement, une stratégie pour y arriver. Et puis la question après à 100 euros, j'allais dire 100 roubles, c'est pas la bonne, c'est combien ça coûte. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un consensus sur les ordres de grandeur. En revanche, il y a des divergences sur la répartition de l'effort entre acteurs. C'est qui doit payer, les ménages, les entreprises, l'État, les collectivités, etc. Mais en tout cas, les ordres de grandeur sont les bons. Donc là, je vous renvoie vers un rapport qui a fait référence. Le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui date de 2023. C'est la première fois que l'État français demandait une évaluation de combien ça allait coûter l'atteinte de la neutralité carbone. Réponse, en CAPEX, il va falloir investir une centaine de milliards d'euros supplémentaires par an au nom du climat pour la France. 100 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Ça se trouve pas sous les. Alors, public et privé. Hein, et ce que Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz disent, c'est un tiers privé, 2 tiers publics, à grosse maille. Non, pardon, en net, pardon, 1-1. C'est-à-dire moitié public, moitié privé, à grosse maille. Entre 25 et 34 de public. Et alors, 100 milliards en brut et 66 en net, puisqu'on investit plus pour le climat, mais on investit moins, on désinvestit en défaveur du climat. Par exemple, les voitures thermiques, on arrête d'investir dedans. Donc on remplace de la voiture thermique par de la voiture électrique. Et alors là, c'est très lisible, c'est fait exprès, je vous rassure. Où en est-on aujourd'hui? Donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on investit à peu près 100 milliards d'euros en faveur du climat chaque année en France. À peu près. Il faudrait faire à grosse maille, encore une fois, le double. Alors pour lire ce graphique qui est un peu compliqué, ça c'est un graphique qu'on fait tous les ans, qui sort dans quelques jours maintenant. En fait, il faut partir de la droite. Vous regardez les secteurs. Dans la rénovation énergétique, par exemple, pour donner un exemple, l'essentiel des projets, c'est les ménages. Les ménages se financent avec de l'autofinancement, c'est-à-dire leur épargne, des prêts commerciaux, c'est-à-dire de la dette bancaire, et puis des subventions, c'est-à-dire typiquement MaPrimeRénov' quand le guichet est ouvert. Et sinon, sinon ils font 100. Puis voilà. Voilà donc en gros comment lire le graphique. Et donc vous pouvez voir aujourd'hui, on fait 100 milliards d'euros par an. Il faudrait faire à peu près le double à grosse maille. La bonne nouvelle, c'est que ça monte. Depuis 10 ans, ça n'arrête pas de monter. Les investissements en faveur du climat montent. C'est très bien, public et privé. Et ça monte notamment parce que c'est pas mal aidé par la puissance publique. On arrive peut-être aux limites, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des budgets publics qui sont contraints. Si on continue à aider au même rythme, est-ce qu'on va pouvoir continuer à aider au même rythme et comment trouver des relais par rapport à la dépense publique? Voilà, donc là, en net, il va falloir investir 58 milliards. J'espère que je ne vous perds pas entre le brut et le net, mais en net, il va falloir trouver 58 milliards d'euros supplémentaires, même quand on décompte les véhicules thermiques. Et puis, la bonne nouvelle pour vous, si vous opérez en France, là, en fait, regardez ça, là, c'est la répartition des plus 58 par secteur. Et donc là, normalement, en supposant que l'État français se serve de ça comme guide pour ensuite faire sa politique publique, ça vous aide à construire votre business plan. En gros, où il y a des besoins d'investissement, quels sont les besoins en faveur du bas carbone auxquels il va falloir répondre demain. Ben voilà, là c'est sur 2024-2030, donc vous avez votre business plan sur les 6 prochaines années. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Voilà. L'essentiel, rénovation des logements, véhicules bas carbone. Alors véhicules bas carbone, vous n'êtes peut-être pas très actif dessus. Rénovation des logements, il n'y a pas que ça derrière, il y a aussi tout ce qui est tertiaire, etc., sur lequel il y a pas mal de choses à faire. Je vais passer là-dessus, mais quand même, je le dis, les investissements fossiles en parallèle continuent, il ne faut pas l'oublier, et il va falloir les ramener à zéro assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faut en même temps faire plus de vert et faire beaucoup moins de marron. Donc aujourd'hui, on fait quand même beaucoup d'investissements fossiles. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'essentiel, c'est les véhicules thermiques. Véhicules thermiques, durée de vie 15 ans, 2025, ça nous amène jusqu'à 2040. Ça va, on n'est encore pas off-track, on va dire, pour l'atteinte du 2050.
Un petit focus, toujours pour rester sur la France, sur les collectivités. J'imagine que vous avez des donneurs d'ordre collectivités de temps à autre. Ouais. Alors, ce qui se passe du côté des collectivités, bonne nouvelle, je commence toujours par ça, l'investissement climat des collectivités augmente. Vous pouvez voir, là, c'est pareil, on suit ça chaque année. Donc là, en 2023, d'après les chiffres prévisionnels qu'on a, on devrait être à peu près à 10 milliards d'euros d'investissement. Ça veut dire qu'en 6-7 ans, on a doublé les investissements en faveur du climat. Dans un contexte budgétaire qui est pourtant pas simple, les collectivités font le choix de faire davantage de vert. Donc ça veut dire qu'elles orientent leurs investissements en faveur du vert, elles le déforment. Plutôt sympa. Ok, la mauvaise nouvelle, c'est que pour tenir les objectifs de l'État français, donc c'est comme sur les diapos précédentes, ce n'est pas nos objectifs à nous, c'est pour tenir les objectifs de l'État français, il faudrait qu'elle fasse plus que x2. Aujourd'hui, donc 8, peut-être 10 milliards en 2023, mais il faudrait qu'elle fasse pas loin de 20 milliards chaque année en 2024-2030. Alors, c'est essentiellement le bloc communal, un petit peu les régions, et puis aussi un petit peu les départements quand même. Comment vont-elles faire? Donc la prochaine mandature du côté du bloc communal va être décisive. C'est-à-dire que là, il va falloir faire x2 en termes d'investissement dans un contexte budgétaire qui est vraiment pas simple pour les collectivités. Comment vont-elles faire? Mais on espère en tout cas qu'elles vont contribuer à ça. Et puis pareil sur les collectivités, ben là c'est pareil, votre business plan. Donc normalement, voilà, il y a des bâtiments tertiaires, c'est un peu normal, il y a un peu de logements sociaux, voilà. Les traditionnelles pistes cyclables sans lesquelles le bobo parisien que je suis n'est pas content. Et puis voilà, il y a quand même du transport en commun, transport ferroviaire, etc. Voilà, donc là, c'est pareil, en vous appuyant là-dessus, vous avez votre business plan. Si l'État français dit ce qu'il fait, c'est-à-dire atteint ses objectifs, ben normalement, il devrait y avoir un moment de l'investissement public et privé pour mettre en œuvre cette stratégie. Évidemment, vous aurez remarqué, si l'État français dit ce qu'il fait. C'est une hypothèse peut-être un peu forte. Néanmoins, moi, il y a un truc que je vous encourage à regarder en septembre, au moment du débat budgétaire. Vous lisez évidemment chaque année le projet de loi de finances, j'imagine, qui ne le fait pas. Mais il y a peut-être un truc qu'il faudrait lire, c'est un machin qui s'appelle, alors je vous ai mis une petite animation, voilà, la SPAFT. Alors, dit comme ça, c'est bien, c'est la stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. En gros, c'est le business plan de l'État français. Comment ils vont arriver à financer la transition, quelle part de public, quelle part de privé, etc. Donc normalement, en lisant ce document, première édition sortie en 2024, qui est, je vais rester poli, largement améliorable. Donc en 2025, normalement, il y aura une SPAFT revue et visitée qui prendra notamment en compte les collectivités locales. Si vous le lisez, normalement, ça vous donnera aussi des idées sur où mettre un peu le focus dans les prochaines années. Je fais la même chose en Europe et je vais aller un peu plus vite là-dessus. En Europe, bonne nouvelle, hein, si vous avez des velléités un jour d'aller ailleurs qu'en France, en Europe. En Europe, les investissements en faveur du climat augmentent. C'est une bonne nouvelle. On est à 500 milliards par an. Les nouvelles pour 2024 sont un peu moins bonnes. On s'attend plutôt à une décrue sur la base des chiffres qu'on a pour l'instant. Donc 500 milliards, c'est bien, c'est pas bien. La réponse est c'est pas vraiment bien. Enfin, on a fait 500 milliards et il faudrait faire 840 milliards à peu près chaque année entre 2025 et 2030. Donc il manque, dès 2025, en 2023, il a manqué un peu plus de 340 milliards d'euros. Et puis évidemment, ce qu'on n'a pas fait en 2023, il va falloir le rattraper sur les années d'après. Et donc il y a deux façons de lire ça. Je vous laisse choisir votre lecture. La première lecture, c'est de se dire, c'est bien, on fait 60% du taf. C'est pas mal. C'est pas mal. Si vous avez 12 sur 20 à un examen, c'est pas mal. Vous avez même une mention assez bien. Donc c'est bien, c'est assez bien. L'autre façon de le voir, c'est de se dire que finalement, on est complètement dans les choux. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas sur la trajectoire pour atteindre la neutralité carbone. Voilà, je vous laisse choisir votre lecture. Moi, la mienne est déjà choisie. Si on fait 60% du job, on ne sera jamais nulle part. Enfin, voilà, on sera neutre en carbone, peut-être jamais, et certainement pas en 2050, puisque en Europe, c'est pareil. On a prévu d'être neutre en carbone à l'échelle du continent en 2050. Pareil, votre business plan en Europe, quand il y a un plus, c'est que c'est pas bon, c'est que donc on peut se dire soit c'est pas bon et rester les bras ballants, soit se dire il faut investir davantage. Voilà. Et à l'international, même chose. Alors nous, on fait pas cet exercice à l'international, ça serait trop compliqué. Mais pour ceux qui sont férus d'international, je vous conseille de lire quelques contributions au niveau national, donc les NDCs et puis les LTSEs, c'est les stratégies de long terme que les pays présentent en disant voilà ma stratégie pour atteindre la neutralité carbone à un horizon en général assez lointain. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut transformer ces contributions en plan d'investissement. Et on travaille avec les pays et avec les banques de développement pour transformer ces contributions en plan d'investissement qui soient actionnables par des acteurs publics et privés. Voilà, je vois le temps qui file, hein, je suis conscient du temps, donc je vais quand même passer pas mal de temps sur l'adaptation, une vingtaine de minutes normalement.
Et alors là, sur l'adaptation, ça va être un peu plus compliqué. L'atténuation, c'est très simple, parce que finalement, notre métier, c'est essentiellement d'attirer l'attention des pouvoirs publics en disant, hep, il y a un déficit d'investissement, et donc on est dans les choux vis-à-vis des objectifs qu'on s'est fixés. Mais ça, c'est assez facile. Avec un bête tableur Excel, on y arrive, on regarde combien l'État a prévu de modifier, comment l'État a prévu de modifier l'économie, et puis on fait des hypothèses sur les coûts, on arrive à faire des chiffrages. Sur l'adaptation, c'est assez radicalement différent. Et en fait, je vais devoir faire un long détour. D'abord, on va voir ce que c'est que l'adaptation. On va faire un petit état des lieux d'où on en est en termes d'adaptation, de compréhension du problème. Je vais vous dire ce qui se passe au moins en France depuis 3 ans. C'est assez intéressant. On va, alors désolé pour les acronymes un peu barbares, après la SPAFT, les NDCs et tout ça, la track. Dans 10 minutes, ça n'aura plus de secret pour vous. On va parler des bonnes questions à se poser, y compris pour vous, et puis on va parler de combien ça coûte, parce qu'en général, c'est ce qui intéresse les pouvoirs publics. Alors, je commence. Alors, ça, c'est une petite vue d'artiste. C'est le quai de la Râpée, il y a combien d'années, à peu près, vous savez, le mammouth? Quelques? Ouais, 15 000, hein, c'est le bon ordre de grandeur. Allez, 20 000 ans. Donc 20 000 ans, quai de la Râpée. Alors, c'était pas un île 6, hein, c'était de la steppe, enfin de la steppe. Et donc, voilà, en 20 000 ans, ce qui nous sépare des mammouths, c'est 5 degrés en moyenne au niveau mondial, d'ordre de grandeur. Hein. Ne venez pas me titiller sur le chiffre derrière la virgule, mais 5 degrés en 20 000 ans, c'est ce qui, encore une fois, nous sépare d'un changement climatique qu'on qualifiera d'assez majeur, qui a fait disparaître un certain nombre d'individus présents sur cette vue d'artiste. Si on suit à peu près l'accord de Paris, c'est-à-dire on ne reste pas à 2 degrés, mais on réduit les émissions lentement, un peu au bon vouloir des uns des autres, on risque de faire 5 degrés en 200 ans. Voilà, à peu près, plus 5 degrés en 200 ans, en espérant quand même qu'en 200 ans, on aura réussi à s'arrêter à 5 degrés et qu'après, ça s'arrêtera là. Donc, on a fait 5 degrés en 20 000 ans, on se dit on va faire 5 degrés en 200 ans, et ça va passer crème. OK. Bon, la différence entre rentrer dans un mur à 100 km/h et 1 km/h, je pense que vous la voyez. Bon, moi, mon intuition, c'est que ça ne va pas passer crème du tout. Et quand je vois des études qui disent ah, c'est très grave, on risque de perdre 10 points de PIB, alors l'économiste qui est en moi s'accroche quand même, et l'ingénieur se réveille et dit attends, là, je serai toi, je reverrai ta modélisation. Donc, question dans un climat qui risque de changer de l'ordre de 5 degrés en 200 ans, peut-être moins, on l'espère, mais ça ne dépend pas que de nous. Quid de tous ces petits actifs? Je vous remets les mêmes. Hein. Une centrale au charbon, une centrale thermique, ça a besoin d'eau. Une voiture, ça a besoin d'infrastructures de transport pour se déplacer. Une forme urbaine, celle qu'on les connaît aujourd'hui, est-ce que c'est compatible avec un climat qui se réchauffe? Réponse dès la semaine prochaine à Paris. Et puis ce sympathique petit animal à 50 degrés, est-ce qu'il tient encore la route? Je ne sais pas, ou en tout cas, comment fait-on pour qu'il tienne la route? Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir en même temps s'adapter à un climat qui change. Donc il faut faire les deux choses en même temps, on n'a pas le choix. Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour les ramener à zéro et s'adapter à un climat qui change. Donc à chaque fois qu'on investit, se poser toujours les deux questions. Est-ce que c'est net zéro compatible? Est-ce qu'on s'adapte? Allez, un petit machin, ça c'est mes études de climato il y a très longtemps, donc ça date, mais j'aime bien quand même. S'adapter à un climat qui change. Alors je suis né en 76, hein, et donc alors là pour le coup, il y a peu de personnes dans la salle qui étaient nées en 76. Je suis né en janvier 76 et en juillet 76, il y a eu une canicule en Europe de l'Ouest. Et donc en 2022, j'ai dit à mes parents, bah, là il y a quand même une sacrée canicule. Un, il fait chaud. Deux, Météo France nous annonce quand même un sacré truc. Et ils m'ont dit, ah mais tu te souviens pas, mais en 76, on a déjà eu ça. Effectivement, vous regardez sur l'Europe occidentale, vous voyez une anomalie de température. C'est rouge, ça veut dire c'est entre plus 2 et plus 4 degrés. Il fait bien chaud, hein. Là ça tape. 2022, je vous montre la même carte du monde en 2022. On a déjà eu ça en 1976. Ok, très bien. Ouais, vu de Nantes ou Paris, oui, peut-être. Vu du reste du monde, non, pas vraiment. Donc, un, il y a un peu plus de rouge à droite qu'à gauche. Je pense que là, deux, si vous avez un peu plus, voilà. En plus, alors, il fait un peu plus chaud au-dessus des continents, pas de peau, c'est là qu'on habite. Et puis, là, vous pouvez voir que l'échelle n'est pas la même. Hein. Là, ça allait jusqu'à plus 4,5, là, ça va jusqu'à plus 7. Bon, après, vous me direz, bon, c'est des endroits pas très intéressants. Là, il y a des manchots, on s'en fout. Et puis, bon, l'Italie, le Maghreb, tout ça, c'est pas très grave, quoi. Les gens sont habitués à la chaleur. Voilà, donc non, en fait, là, on est en train de changer d'air climatique. Alors, je vous donne des citations de climatologues. Christophe Cassou, l'auteur de ces diapos, qui dit « On entre en territoire inconnu pour le climat ». En fait, de mémoire d'homme, on n'a jamais connu ça. Donc, on est face à quelque chose, une situation qu'on n'a jamais rencontrée en termes climatiques. Jean Jouzel, qui dit « En 2040, l'été de 2022 sera un été moyen ». Je dis « Chouette, il y aura des étés plus froids ». Génial. J'essaye de rester positif. Hein. Voilà. Donc, en fait, en 2040, ce qu'on a vécu en 2022, comme ça sera un été moyen, il va falloir s'adapter au moins à ça.
puis peut-être à des trucs un peu plus extrêmes aussi. 2040, c'est demain. Les investissements qu'on fait aujourd'hui dès 2025, ils seront encore là en 2040. Donc, il va falloir s'adapter, et s'adapter, ça ne va pas être une promenade de santé. Donc, c'est alors atténuer, c'est gérer l'inévitable, on va dire. C'est éviter l'ingérable. S'adapter, c'est gérer l'inévitable. C'est-à-dire, de toute façon, même si demain on coupe le robinet à émissions de gaz à effet de serre, il va falloir s'adapter au changement climatique. On n'a pas le choix. Voilà, donc c'est le pari gagnant, pour le dire de façon positive. Si vous avez un truc sur lequel il faut parier, adaptez-vous déjà, c'est déjà bien. En tout cas, c'est une option sans regret. Et donc, ce que ça va faire, il y a des changements climatiques, donc, vous le savez maintenant. J'ai beaucoup parlé de température, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la montée du niveau de la mer, c'est aussi une modification des régimes hydriques. Et donc ça crée des événements un petit peu parfois disruptifs avec des extrêmes, et puis des périodes de ce qu'on appelait de stress chronique, typiquement des sécheresses. On a maintenant des sécheresses hivernales. Petite nouveauté, c'est sympa, et ça ne remplit pas les nappes phréatiques, et du coup, on entame la saison chaude avec des nappes phréatiques un petit peu à sec, ce qui n'est pas très grave, hein, parce que finalement, c'est que l'agriculture qui est concernée. Donc voilà, c'est que 3% du PIB, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'idée, c'est quand même d'éviter l'ingérable. Alors là, je vous ai mis un petit graphique pour ne pas l'oublier. Il y a quand même des limites dures à l'adaptation. Oui, il va falloir s'adapter. Maintenant, on ne va pas pouvoir s'adapter à tout. Il y a des choses qui, en fait, vont être de l'ordre de l'intolérable, soit parce que c'est des événements catastrophiques qui sont ingérables, soit c'est parce que c'est des événements qui ne sont pas catastrophiques, mais qui reviennent de façon extrêmement fréquente. Typiquement, avoir les pieds dans l'eau une fois par mois, c'est peut-être acceptable. Avoir les pieds dans l'eau tous les jours, en fait, c'est plus acceptable. Et à ce moment-là, l'option, alors c'est soit vous faites comme les Ligures, vous mettez des pilotis, etc., et vous apprenez à vivre avec la nouvelle normale, soit vous vous dites, non, je ne peux pas m'adapter à ça, et donc dans ce cas, la seule option, c'est ce qu'on appelle en langage militaire le repli stratégique. Voilà, c'est vous reculez. Donc on recule le trait de côte, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a des limites dures à l'adaptation. Ça, c'est un truc que les économistes ont en général du mal à comprendre. Tout n'est pas qu'une question de prix et tout, il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'adapter. Et donc, il va falloir éviter ça. Mais fondamentalement, s'adapter, c'est faire une chose très simple. Et s'il n'y a qu'une chose à garder en tête, c'est peut-être ça pour vous, c'est remettre en cause l'hypothèse implicite de stabilité du climat. Ça, pour des personnes qui ont une forte culture technique, c'est finalement assez simple à faire. C'est se poser la question, et si, 3 petits points, et si il y avait plus 2, plus 4 degrés, s'il y avait plus X millimètres de pluie à un moment donné, etc. C'est en fait, sortez-vous de la tête que le climat va être stable, mais vraiment. Donc ne prenez plus les extrêmes historiques comme des extrêmes tout court. Dites-vous, tiens, il pourrait y avoir des extrêmes encore plus extrêmes dans quelques années. Comment je dimensionne mon ouvrage, comment j'envisage mon projet afin de tenir compte de cette nouvelle normale, en gardant en tête deux choses. C'est qu'en fait, la moyenne va être déplacée vers la droite, typiquement pour les températures en tout cas. Il va faire plus chaud, donc la moyenne se déplace vers la droite. Et puis la gaussienne des températures s'aplatit aussi. Un système avec plus d'énergie, c'est un système qui est plus instable. En fait, la moyenne, les gaussiennes s'aplatissent. Donc ça veut dire que vous avez des queues de distribution qui apparaissent. Donc dans un climat globalement plus chaud, il va faire plus chaud. Il y aura des jours beaucoup, beaucoup plus chauds et il y en aura plus. Et il y aura aussi des jours plus froids. Ce qui est peut-être contre-intuitif, et en tout cas, ce n'est pas antinomique avec un climat qui se réchauffe. Donc c'est tout ça qu'il faut penser. Et puis ne pensez pas que température, pensez également régime hydrique, etc. En fait, à chaque fois, posez-vous la question, c'est quoi l'indicateur météo qui est pertinent pour le projet et comment il va se déformer dans le temps, quels sont les scénarios possibles. C'est la seule chose peut-être à retenir de toute la partie adaptation. Et le truc, c'est garder en tête qu'il faut avoir une gestion adaptative. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations au fur et à mesure de la vie d'un projet. Il y aura des nouvelles informations qui vont arriver. Et donc, il faut se dire, OK, mon projet, je vais aussi pouvoir le faire évoluer au cours de sa vie. Et donc, prendre des décisions à un moment. Mais dès maintenant, je peux prendre des décisions sans regret. C'est-à-dire, quels que soient les scénarios envisagés, je sais que il va faire plus chaud ou il y aura plus d'extrêmes, etc., de telle nature. Donc, je peux prendre une décision non pas optimisée, mais une décision robuste. Robuste, pour un économiste, c'est un gros mot, parce qu'en général, ça veut dire plus cher. Mais robuste, c'est aussi une assurance contre les dégâts futurs. Donc, sortez, voilà, oubliez l'optimisation, vive la robustesse, ça veut dire résilience, etc., ça veut dire surcoût. Alors, ça, les clients n'aiment pas, mais encore une fois, il y a une question d'assurance, de s'assurer sur le fait que l'ouvrage qu'on est en train de dimensionner va pouvoir être utilisé plus tard, en tout cas avec un niveau de risque à peu près acceptable. Voilà, je vous ai mis ça en fonction du degré du niveau de réchauffement dans différents secteurs. Il faut toujours se poser la question, le climat va changer, mais regardez, comparer avec la durée de vie de l'investissement. Voilà, un investissement qui va avoir une durée de vie de 50 ans, ce n'est pas les mêmes questions que sur 20 ans et sur 100 ans encore moins. Donc toujours regarder à l'horizon sur l'ensemble de la durée de vie de l'investissement. Et puis une chose à retenir aussi, c'est que, on me dit souvent, mais quels sont les investissements qu'il faut faire pour l'adaptation? La réponse, c'est il y a très peu d'investissements pour l'adaptation.
En revanche, il faut que tous les investissements soient adaptés. Un investissement pour l'adaptation, typiquement, c'est une digue, voilà, pour empêcher la mer de monter. Ça peut marcher de temps en temps. Dans certains cas, ça peut marcher, etc. Ça, c'est typiquement un investissement dont la seule finalité est de contrer la montée du niveau de la mer. Mais l'essentiel des investissements qu'on fait doivent être des investissements adaptés. Un bâtiment, sa fonction, c'est avant tout que les gens vivent dedans. Donc, par contre, il doit être adapté à 30, 40, 50 degrés, je ne sais pas. Pareil, enfin voilà, tous les investissements qu'on fait aujourd'hui doivent être adaptés à un climat qui va changer. Allez, un petit peu d'histoire aussi pour faire plaisir à Alexis, parce qu'en fait, ça fait assez longtemps qu'on parle d'adaptation, mais on en parle de façon très éthérée, en mode, ouais, c'est dans longtemps, horizon 2100, et puis, ouais, c'est bon, c'est les pays du Sud. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'on se rend compte qu'en fait, c'est maintenant, et c'est aussi pour les pays du Nord, c'est finalement un sujet mondial. Donc dans les négoclimats, je vous en ai parlé depuis 1992, la Convention de Rio et la suite, en fait, c'est un sujet depuis longtemps, mais qui reste encore une fois assez éthéré. En France et en Europe, c'est resté une question très lointaine. Alors, il y a un vague plan d'adaptation au niveau européen qui tient en une demi-page. Et depuis, en France, on a une stratégie d'adaptation depuis 2006, donc depuis bientôt 20 ans. Les premières moutures de la stratégie d'adaptation, il fallait quand même s'accrocher. Je qualifierais ça de léger et un petit peu hors sujet. Mais en même temps, on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est aussi le reflet d'une époque. À l'époque, on se disait, bah voilà, de toute façon, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc si on les réduit suffisamment vite et suffisamment bien, il n'y aura même pas besoin de s'adapter. Paris, pour l'instant, raté. Donc, il y avait déjà des bons principes dans cette stratégie, mais en revanche, en termes d'opérationnalisation, on peut dire qu'on était zéro. Et alors, ça a été complété en 2011 et 2015 par des premiers PNAC, donc des plans nationaux d'adaptation au changement climatique, qui étaient calés sur une hypothèse de réchauffement pour la France de 1,5 degré à 2 degrés. On y est déjà. Hein. Là, on est en 2025, on est déjà à ces niveaux de réchauffement. Zéro portage politique, une appropriation des acteurs économiques limitée, ça restait un document de bureaucrate. Voilà, bien écrit, mais qui reste un document qui sert essentiellement à caler une table ou une bibliothèque dans un ministère. Voilà, et donc, beau travail, mais sert à rien pour le dire de façon un peu rapide. En parallèle, hein, dans la boîte à outils, il y a le Trésor qui, fidèle à son habitude, s'est dit, tiens, je vais faire une évaluation des coûts de la transition vers la neutralité carbone, et puis je vais rajouter un peu d'adaptation. Donc, ils l'ont fait. Voilà, mais donc ça conclut finalement à des choses assez du genre déclin du PIB mondial compris entre 10 et 23% à horizon 2100. Alors inutile de vous dire qu'un déclin du PIB mondial entre 10 et 23% à horizon 2100 par rapport à un tendanciel, en gros on s'en fout. On dit c'est pas grave, hein. De toute façon c'est peanuts par rapport au temps croître, etc. Pour le décideur politique, impact nul. Voilà, et en fait personne ne se sent concerné, voilà, les coûts sont trop distribués, donc on dit voilà, quelqu'un va bien finir par régler le problème. Depuis 2-3 ans, ça a changé, et singulièrement depuis 2022. Il y a quand même eu un avant et un après 2022. En 2022, là, je vous ai mis quelques coupures de presse. Il y a des impacts qui sont désormais visibles, attribués, documentés. 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, pic de chaleur, sécheresse, feu de forêt. Donc là, on a quand même eu un petit triptyque assez sympathique. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Bon, enfin voilà, il y a eu des choses au cours de l'été. Il y a eu d'autres choses aussi. Là, dans la région de Valence, je faire de ma part, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Déjà, ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'en fait, on était en rupture à la limite de ce qu'on va appeler la rupture capacitaire. Pour vous donner un exemple, les feux de forêt. Les feux de forêt dans le sud, les pompiers savent gérer. Ça va en zone méditerranéenne, ils savent très bien gérer. En général, les feux de forêt, la saison chaude, c'est à partir du 15 juillet. Donc là, à partir du 15 juillet, ils sont bien mobilisés. Là, ils ont été mobilisés dès le 15 juin. Et puis, quand vraiment ça devient à peu près ingérable, ils appellent des collègues d'autres régions. Sauf que là, les collègues d'autres régions, ils étaient aussi mobilisés sur des feux de forêt. Donc là, on se rend compte qu'on est en limite, vraiment à la limite de la capacité. Ça a conduit le président Macron à dire en mars 2023, voilà, on a eu une sécheresse exceptionnelle par rapport à ce qu'on connaissait, mais elle ne sera pas exceptionnelle par rapport à ce qu'on va connaître. Donc on a envie de dire oui et voilà. Bon. Et donc le et arrive. Voilà, donc les conséquences économiques, ça je vais quand même en parler en tant qu'économiste, la Cour des comptes s'y intéresse. Si la Cour des comptes s'y intéresse, c'est que ça devient un sujet sérieux. Et puis la mauvaise nouvelle, donc ça coûte cher. Et si on n'anticipe pas plus, en fait, ça va coûter encore plus cher. Aujourd'hui, la réponse des pouvoirs publics, c'est essentiellement une réponse en mode pompier,
en mode aide de crise, donc c'est ce qui arrive sur l'agriculture par exemple, et on balance quelques centaines de millions, quelques milliards pour finalement colmater les brèches, calmer les campagnes, etc. Et ça, avec un climat qui change, ça risque malheureusement d'être de plus en plus coûteux et donc insoutenable pour les finances publiques. Alors qu'il y a des choses qui peuvent faire avec une adaptation anticipatrice et non pas réactive. Alors c'est là où la puissance publique, avec sa grande sagesse, a fait un truc qui est vraiment pas idiot. Elle s'est dit, en fait, il y a un problème de coordination. Les acteurs au niveau d'un territoire se posent souvent la question, je veux bien m'adapter, mais je m'adapte à quoi? Et donc l'État s'est dit, je vais apporter une réponse à ça, et donc c'est la TRAC. Alors c'est ce que je vous demande de retenir, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Voilà ce que ça veut dire. Donc l'État dit, voilà, en France, il faut s'attendre, il faut se préparer à un climat qui fera plus 4 degrés en 2100, avec une trajectoire de réchauffement entre maintenant et 2100. Donc quand vous faites des projets, partez du principe que le climat va être plus chaud en 2100, de plus 4 degrés, de plus 3 en 2050, etc., etc. Ça permet en tout cas de répondre à la question à quoi faut-il s'adapter. Après, encore une fois, personne n'est sûr que c'est ce qui va se passer, donc il faut peut-être prévoir d'autres scénarios, etc. Mais au moins, ça permet de faire un premier pas et de se poser la question d'un climat futur et pas du climat passé. Donc le plus 4 degrés en 2100, alors c'est pas du tout un scénario catastrophe, en fait, c'est ce qui risque de se passer si les États font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Donc, sous réserve que les différents États de la planète, parce que ça ne dépend pas que de nous, fassent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, on va avoir un réchauffement d'un peu moins de plus 3 degrés au niveau mondial, et donc plus 4 degrés en France. La France se réchauffe plus vite parce qu'on est dans l'hémisphère nord, sur des continents, etc. Donc, on peut parier sur le fait que tous les pays vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. On peut aussi se dire que ce n'est pas vraiment ce qui va se passer, mais en tout cas, plus 4 degrés, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas un stress test. C'est finalement un scénario qu'on espère non souhaitable, mais possible. Et l'intérêt de la TRAC, donc là vous avez la déclinaison, 2030 plus 2 degrés, plus 2,7 en 2050 et plus 4 en 2100. L'intérêt qu'on voit, c'est ça incite les acteurs publics, évidemment, et aussi privés, à se poser les bonnes questions. C'est quoi le climat du futur? Et au moins, caler leurs anticipations là-dessus. Deuxième chose, c'est que, encore une fois, ce n'est pas ça qu'il faudrait faire dans le meilleur des cas. Il faudrait prendre plusieurs scénarios, dont la TRAC, et prendre une décision robuste. Mais ça permet aussi de coordonner au niveau d'un territoire. Pour que les trains roulent, il faut que la SNCF soit adaptée au climat de demain, mais il faut aussi que RTE soit adapté au climat de demain. Si la SNCF s'adapte à plus 4 degrés et que RTE s'adapte à plus 2, dès qu'il fait plus 3, les trains ne roulent plus. C'est embêtant. Donc il y a une question de coordination au niveau d'un territoire. Et donc la TRAC sert aussi à ça. Alors pour vous, il faut se poser en fait les vraies questions, et pour les pouvoirs publics aussi. La première question, en fait, c'est une question assez simple. On peut regarder déjà le niveau de réchauffement, ça donne une indication de l'ampleur du problème à considérer. Là, je vous ai mis les routes départementales exposées à des températures de plus de 35 degrés, plus de 10 jours par an en moyenne. Route exposée à plus de 35 degrés, je pense que vous voyez ce que ça veut dire, c'est le revêtement qui gondole, tout ça, bref, pas très bon. Avec un réchauffement de 1,3, donc ce qu'on a aujourd'hui, on n'est quasiment pas touché. Avec un réchauffement de 4 degrés, c'est tout ce qui est au sud de la Loire qui est touché par ce phénomène. Donc en fait, là, on a un problème qui n'existe pas, là, on a un problème mineur, là, on a un problème en fait mainstream. C'est-à-dire qu'il faut carrément mainstreamer dans tous les gens qui font ou qui refont des routes. Donc déjà, avoir cette idée de l'exposition, du niveau de réchauffement, ça permet de calibrer un peu l'ampleur du problème. Mais en fait, ça ne permet pas de répondre à la question « qu'est-ce qu'on veut faire ?» Et en fait, pour s'adapter, il y a beaucoup de façons de faire. Il n'y a pas une bonne réponse, il y a plein de bonnes réponses. Mais il faut en fait se dire « qu'est-ce qu'on veut préserver à tout prix ?» À quoi on est prêt à renoncer, pour le dire différemment. Est-ce qu'on veut avoir les pieds dans l'eau une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les jours, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 100 ans? Déjà, en fonction de la réponse, les solutions techniques seront différentes. Si vous voulez avoir les pieds dans l'eau une fois tous les 100 ans, dans ce cas, il faut faire des murs de 10 mètres en espérant que ça tienne, ou alors faire des pilotis de 10 mètres, etc. Si en revanche, vous acceptez d'avoir les pieds dans l'eau une fois par semaine, de vivre avec, il faut plutôt vous acheter un petit canot pour pouvoir vous déplacer quand il y a mais encore une fois, quand il y a des inondations, et continuer à vivre. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne solution, mais il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'on veut préserver et à quoi on est prêt à renoncer? Et puis quand on parle de coût, il y a toujours 3 composantes et il faut vraiment y penser. Le coût de l'adaptation, pour nous, c'est 3 choses. C'est le coût de l'anticipation. Je me dis que le climat va changer et donc j'accepte dès aujourd'hui de surinvestir, désolé pour le gros mot, afin de prévenir des dommages futurs. C'est ensuite le coût de la réaction. Il y a eu l'aléa que j'attendais, bim, il va falloir que je réagisse, que je refasse, etc. Et puis, il y a des pertes résiduelles. Donc ça, c'est les conséquences de l'impact. Il y a des pertes résiduelles. Et là, le but du jeu, ça va être de minimiser au cours du temps
l'ensemble de ces coûts. Aujourd'hui, on est essentiellement dans la réaction et les pertes résiduelles. Pertes résiduelles, bon, bah, c'est dommage, enfin, il y a des assurances qui fonctionnent tant qu'il y a un système assurantiel qui fonctionne. Là aussi, on est en rupture, à la limite de la rupture capacitaire. Les coûts de l'anticipation, aujourd'hui, pour faire très simple, en France, on en fait très très peu, trop peu, et il va falloir mettre un peu plus le paquet dessus. Alors sur la question de que souhaite-t-on à tout prix conserver, je vous donne des exemples. Sur le bâtiment, nombre d'heures ne dépassant pas une certaine température dans les bâtiments neufs ou rénovés, sans recours à la climatisation. Ça, c'est le type d'objectif qu'on peut se fixer. Voilà, je ne veux pas que dans mon bâtiment, il y ait plus de 10 jours à plus de 28 degrés sans clim, voilà, par exemple. Voilà, je vous ai mis des exemples sur les différents secteurs. Ça peut vous donner des exemples de questions à poser à vos clients, notamment quand vous faites des projets. Et puis, 3 exemples sectoriels. Je ne sais plus si j'en ai mis 3 si ma mémoire est bonne. Premier exemple, on a la question de l'assurance. Alors, je vous ai dit, voilà, pour l'instant, il y a des assurances qui fonctionnent. Dans un climat qui va changer, et si rien n'est fait pour prévenir davantage les aléas, ou en tout cas les impacts des aléas, on risque d'avoir un système assurantiel qui fonctionne un petit peu différemment et qui ne tienne plus. Donc, il va falloir transformer ce système assurantiel. On pourra revenir dessus si vous avez des questions, mais notamment faire les efforts de prévention nécessaires et puis éviter de faire du build back point barre et de faire du build back better en cas de sinistre. Deuxième chose, non, j'ai mis que deux exemples en fait. Sur les infrastructures critiques, là c'est pareil, sur l'adaptation, il faut éviter de partir bien en tête en disant bon, on va tout adapter. Non, en fait, il faut déjà regarder où sont les vulnérabilités dans une économie, quelles sont les infrastructures critiques. Il y a peut-être des choses, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire à court terme et de continuer pendant quelques années en attendant qu'il y ait une fenêtre d'opportunité pour rénover l'infrastructure. Mais néanmoins, sur chaque infrastructure critique, il faut se poser la question, c'est quoi la stratégie d'adaptation? Est-ce que j'accepte le risque et je gère les conséquences du risque le jour où il se matérialise? Est-ce que je saisis l'opportunité d'intervention pour mettre de l'adaptation? Je fais de la réno, je fais de la maintenance, bim, je fous de l'adaptation au passage. Est-ce que je regarde simplement à l'échelle de mon projet ou je regarde plus largement dans la zone, typiquement pas un bâtiment mais un quartier, ou bien carrément tout un bassin versant ou des choses comme ça? Et dans certains cas, est-ce que je me dis, tiens, là, il y a une vulnérabilité, ben là, il faut agir maintenant tout de suite pour réduire la vulnérabilité. Donc en fait, une stratégie d'adaptation, c'est une combinaison linéaire de ces machins. Il n'y a pas de bonne réponse, parce que tout dépend du niveau de risque collectivement qu'on est prêt à accepter sur une infrastructure. Et puis, il y a une nécessaire coordination des réponses. Donc là, j'en ai parlé essentiellement, enfin, la TRAC est là pour ça, pour assurer une coordination des réponses. Mais au niveau d'un territoire, à mon avis, on doit même aller au-delà. C'est une vision. Je pense que les fonctionnaires de l'État en charge de la coordination au niveau d'un territoire et notamment des questions de sécurité devraient se saisir de ce sujet. Mais c'est une vision que je partage avec moi-même. Voilà, donc là, ça je vous l'ai déjà mis, je ne vais pas vous le redire. Je dis quand même quelque chose sur les coûts, parce que je vous ai beaucoup parlé de principe, et la question maintenant, c'est combien ça coûte. Alors, ça, je vous l'ai déjà dit, il faut faire les deux en même temps, atténuation, adaptation. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dissocier les deux, parce que quand on va faire de l'atténuation, il va falloir faire de l'adaptation en même temps. Alors, la bonne nouvelle, je vais commencer toujours par la bonne nouvelle, ça ne coûte pas cher, si on anticipe. Alors ça, c'est bien pour les clients aussi, vous pouvez leur dire, ça ne coûte pas cher. Voilà. Commencer comme ça, en fait, si ça coûte, mais il vaut mieux anticiper, encore une fois, que guérir. Le truc à faire, c'est éviter le double mur d'investissement. Il y a la chose à ne pas faire, c'est se dire, OK, on va faire la neutralité carbone d'abord, on va être neutre en carbone à horizon 2050, et puis en fait, les aléas climatiques, tout ça, on verra au fur et à mesure de la matérialisation des risques, et à ce moment-là, on fera les investissements nécessaires pour s'adapter. Chose à ne pas faire, parce que là, vous aurez 2 murs d'investissement. Vous allez devoir rénover un bâtiment d'abord, confort d'hiver, et puis 20 ans plus tard, vous devrez le rénover confort d'été, parce qu'il sera complètement invivable. Donc, si vous voulez éviter le double mur d'investissement, faites en même temps confort d'hiver et confort d'été. Enfin, je dis confort d'été, on va dire habitabilité, c'est peut-être plus simple. Et là, comme ça, là, ça ne coûtera pas cher. L'image que j'ai, alors dans Astérix Gladiateur, vous voyez le gars là qui tape de la cadence, lui, c'est la transition vers le net zéro. C'est ça qui va rythmer l'accélération des investissements pour atteindre le net zéro. C'est ça qui va rythmer, voilà, il va falloir faire tant de bagnoles, tant d'infrastructures, tant de bâtiments, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il y aura une opportunité d'investissement en faveur du net zéro, il faudra en même temps faire de l'adaptation. Donc, c'est ce qu'on appelle du piggyback en anglais. Voilà, à chaque fois, en fait, dans chaque projet de CETEC, il faut à partir d'aujourd'hui, 17 juin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lève le doigt, qui dise « Hep, est-ce que vous avez pensé à ce qui se passe à plus 4 degrés ?» Quelqu'un qui soit payé pour ça. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est de systématiser l'intégration de l'adaptation. C'est-à-dire de se poser la question systématiquement,
quitte à se dire on ne fait rien pour l'adaptation. Mais c'est toujours mieux que de ne rien faire parce qu'on ne s'est pas posé la question. Moi, une métaphore que j'essaye de mettre en avant là-dessus, en fait, jusqu'à présent, on s'est dit le climat est stable. Et aujourd'hui, la plupart des maîtres d'ouvrage font des investissements en se disant pilotent des investissements en se disant que finalement, le climat est stable. C'est l'hypothèse implicite. Donc ça, en conduite, c'est comme conduire les yeux fermés. C'est se dire, voilà, il n'y a pas de problème, etc. Là maintenant, dans la norme, ce qu'on voit apparaître, la RE 2020, c'en est l'archétype. La RE 2020, on part du principe que le climat n'est pas stable et on prend une référence historique. Canicule de 2003. Très bien. Alors ça, c'est comme conduire en regardant dans le rétroviseur. Pareil, ça marche. Sur autoroute, ça marche. Sur une route de montagne, un peu moins. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est conduire en regardant à travers le rétroviseur devant. C'est-à-dire se projeter dans des climats futurs et se dire, est-ce que mon investissement est toujours bon? Quand je vous disais la plupart des maîtres d'ouvrage aujourd'hui, la norme, c'est en gros se dire que le climat ne va pas changer. C'est ce qu'on voit en fait quand on a regardé les investissements ou les co-investissements publics qui partent vers des projets pour lesquels on ne s'est pas posé de façon systématique la question de l'adaptation au changement climatique. On a trouvé en pied de colonne 50 milliards d'euros d'argent public qui partent chaque année, soit dans des investissements publics, soit dans des co-investissements privés, enfin des co-investissements publics d'investissements privés, pour lesquels on ne s'est pas posé la question du confort d'été. Exemple, MaPrimeRénov', voilà, on regarde bien le confort d'hiver, confort d'été, on regarde vaguement, mais en fait, les bâtiments qu'on rénove ne sont pas, sauf s'il y a de la... Alors maintenant, ça commence à changer, sauf si on fait de la réno globale, en fait, ce n'est pas du tout adapté à un climat de demain, et même avec la réno globale, c'est une condition nécessaire, mais qui est loin d'être suffisante. Donc voilà, c'est vraiment une question d'intelligence dans les projets. Alors au niveau de vos clients, mais aussi à votre niveau, dites-vous, OK, qui est payé à lever le doigt et à se dire, toc, il va falloir qu'on mette un petit peu d'intelligence, adaptation dans le projet. L'adaptation, c'est beaucoup de bon sens. C'est avant tout se poser la question, qu'est-ce qui se passe si voilà, nous, c'est ce qu'on appelle le réflexe adaptation. Je vais passer dessus parce qu'en fait, c'est systématiser ce réflexe adaptation. Et on a trouvé, alors la bonne nouvelle, dans les 50 milliards qui sont envoyés chaque année vers des projets pas adaptés par de l'argent public, en regardant bien, on a trouvé 25 milliards d'euros d'investissement annuel sur lesquels on pourrait agir dès aujourd'hui, en fait revenir sur des décisions qui ont déjà été prises et sans surcoût monstrueux, climatiser entre guillemets 25 de ces 50 milliards. Donc c'est déjà pas mal. Et puis, il y a potentiellement, j'en avais parlé, des investissements dédiés à programmer. Alors là, si vous avez de très bons yeux, je vous encourage à le lire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, sur 3 secteurs, on a regardé bâtiment, transport, agriculture, le côté production végétale. On a regardé le surcoût adaptation en termes d'investissement, se poser la question d'eux et y apporter une réponse. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près par an, il faudrait y consacrer 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, donc 100 milliards du côté atténuation, 10 milliards côté adaptation. Quand je vous dis ça coûte pas cher, on est quand même un ordre de grandeur en dessous, mais c'est 10 milliards à condition de faire les 100 milliards. Vous faites de la réno du bâtiment, boum, en même temps, vous faites de l'adaptation. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas complètement séparer les deux. Donc en revanche, si on ne fait pas les 110, eh ben, on fera 100 et puis on fera peut-être plus dans quelques années. Je finis, c'est ma dernière diapo et vous pourrez respirer après. Il y a un enjeu au niveau local, donc j'ai parlé des préfets notamment qui pour moi ont un rôle à jouer au niveau local. Au niveau des collectivités, il y a quand même un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, les collectivités prennent en compte l'adaptation de façon extrêmement légère. On est en train de les outiller avec un outil qu'on est en train de développer qui sort dans quelques jours, le PPI climat. Je ne sais pas si ça vous dit PPI, ça vous dit quelque chose, un plan pluriannuel d'investissement. C'est une bonne pratique des collectivités, ce n'est pas une obligation. Mais pour celles qui en font, on est en train d'essayer de les outiller. Donc en gros, c'est le plan d'investissement sur la mandature à venir. On est en train d'outiller les collectivités pour qu'elles fassent un PPI aligné climat pour la prochaine mandature. Donc en gros, qu'elles réconcilient leur PPI avec leurs objectifs climatiques, ce qui pour l'instant n'est pas complètement fait. Les élus votent d'un côté un PPI et de l'autre côté des objectifs climatiques. Et puis à la fin, on espère que tout ça va boucler. C'est peut-être choquant, mais au niveau national, c'est pareil. Enfin, c'est ce qui se passe quand même assez souvent. On vote le budget d'un côté, des objectifs climat de l'autre, et en fait, on oublie de réconcilier les deux. Voilà, je finis là-dessus. J'ai été très long, je suis désolé, finalement 57 minutes. Donc, et si vous avez des questions, je suis à vous sur à peu près tous les aspects ou sur d'autres. Alors, grand merci, Benoît, pour ton intervention et ta présentation. Donc, on va passer au temps des questions. Donc, il peut y avoir soit des questions dans la salle, soit des questions à distance. Donc, on va suivre les deux. Et donc, on va commencer par la question traditionnelle. Qui veut se lancer?
Alors, Merci beaucoup. Je travaille dans dans l'ingénierie de l'eau du groupe. Une remarque incidente, effectivement, notre boulot ici, c'est effectivement de travailler sur des sujets qui sont finalement des prototypes. Donc, ce que vous venez de dire est extrêmement impressionnant et au passage résumé en laps de temps extrêmement court. Mais notre boulot à nous, alors pas que le nôtre, hein, aussi celui des politiciens, mais enfin des politiques publiques, mais c'est justement d'intégrer ces enjeux d'atténuation et d'adaptation. Donc c'est à la fin un défi formidable, quoi, qui est un mot qui a deux sens. Juste, si on additionne les milliards, j'ai entendu ce week-end que des économistes, donc Blanchard et Tirole, je crois, disent aujourd'hui stabiliser la dette nous coûterait 120 milliards. Alors j'imagine que là-dedans, il y a je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs le coût de la stabilisation de la dette, mais il y a sans doute un de l'intérêt et deux du remboursement ou de la diminution de dépenses. Donc 120 milliards. Renforcer le système éducatif, c'est 30 milliards. Les efforts de défense, c'est 30 milliards. Et donc, le chiffre qu'ils citaient, eux, c'était 30 milliards, effectivement, pour les enjeux de transition, disons. Donc, est-ce que... comment vous réagissez finalement au fait qu'on se dise, finalement, bah, ces 30-là sont jamais que 15% d'un effort global à faire? Bonne question. C'est là où j'aimerais pas être politique parce qu'à un moment, il va falloir faire des choix. Effectivement, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il va falloir faire. Moi, je pars du principe, mais c'est un... Comment dire? Sinon, on ne travaillerait pas dans ce secteur, qu'il faut faire la transition. Et encore une fois, pas uniquement pour le climat. Moi, je viens du climat, voilà, mais je me dis qu'il y a tout un tas de bonnes raisons pour faire cette transition, tout simplement pour rester dans un monde qui soit vivable. Parce que voilà, un monde à. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, il y avait un camion qui était stationné sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qui proposait d'expérimenter une température de 50 degrés. Et en fait, c'est proprement invivable. Donc invivable, enfin, au sens, c'est-à-dire que c'est même plus une question, alors, même sans se poser la question de l'agriculture et tout ça, à 50 degrés, en fait, ils font faire des petits exercices physiques. J'allais dire que quelqu'un en très bonne santé peut faire très facilement. Ils font faire des exercices cognitifs qu'un gamin de CP est capable de faire. Et ben ensuite, un adulte est complètement incapable de faire des exercices physiques et des exercices cognitifs à 50 degrés. Donc en fait, on s'oriente vers un monde qui est invivable. Donc pour moi, voilà, il y a des choses qui sont existentielles. Le changement climatique ou la transition en fait partie. Après, la question, c'est comment on fait. À un moment, il va falloir accepter de payer quelque part. Si c'est un truc existentiel, il y a peut-être du superflu et de l'existentiel, il faut peut-être réorienter vers l'existentiel, arrêter le superflu. Et puis, quand on aligne les milliards, il y a la question de la dette, qui est en général les financements publics. Il n'y a pas que les financements publics. Moi, j'ai un tropisme finance publique parce que je viens de ce milieu. Mais en même temps, la transition, c'est écrit nulle part que ça doit être financé par de l'argent public. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui en France sur l'historique, quand il y a à grosse maille, les 100 milliards, c'est 1 euro d'argent public, 2 euros d'argent privé. En fait, vous, moi, tous les jours, on finance de la transition. Quand on fait de la rénovation de notre logement, c'est de la transition écologique. Si c'est bien fait, atténuation, adaptation, etc. C'est essentiellement financé par de l'argent privé, même si s'il y a de la prime rénov, etc. On achète une bagnole électrique, c'est de l'argent privé, même s'il y a des aides, etc. Voilà. Et par contre, il y a de l'investissement public sur les infrastructures de transport, c'est en général de l'argent public. Maintenant, ça peut être payé par un animal un peu bizarre qu'on appelle aussi l'usager, qui de temps en temps a le droit de payer. Donc à un moment, il va falloir accepter de payer, il y aura des arbitrages à faire. Moi, j'ai la faiblesse de penser que la transition, ça fait partie des choses existentielles, pas vraiment négociables. Après, ce qu'on peut négocier, c'est les modalités, comment on le fait. Mais encore une fois, moi, quand j'entends des gens dire ouais, 2 degrés, ça va être compliqué, on va plutôt viser 3, 4, 5, là, j'ai envie de les envoyer dans un camion 5 minutes en leur disant voilà. Et encore, là, on est en train de parler d'une personne qui aurait déjà à sa disposition plein de nourriture et tout ça, qui arrive en bonne santé et tout, à 50 degrés, ça devient un ectoplasme. Voilà, donc vive l'ectoplasme, mais moi je préfère un autre monde. À côté, les questions de défense, voilà, bon, en ce moment, c'est peut-être un peu aussi sur le devant de la scène. Voilà, mais il y a peut-être plein de dépenses superflues dans lesquelles on peut couper. Je ne suis pas politique, je laisse le débat là. Alors je vais relayer deux questions à distance, donc deux questions différentes, mais je les pose en même temps. Et ensuite, on a encore des questions ici dans la salle. La première question, elle porte sur l'acceptabilité sociale.
ce que tu nous as présenté, hein. Tu as insisté sur la question de la transition juste. Et finalement, cette question de l'acceptabilité sociale, et y compris au regard de ces murs d'investissement dont on a parlé ou de ces choix, comment est-ce que tu l'appréhendes? La deuxième question, elle porte sur le monde de la finance au sens général, donc à la fois les grands investisseurs, les assurances. Donc ce double mur d'investissement à la fois, et puis aussi cette question d'intégrer davantage dans les investissements mainstream la dimension adaptation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont ils ont déjà conscience, ou est-ce que c'est un sujet sur lequel ils sont complètement en retard? Vaste question. Allez, je vais commencer par la deuxième, hein, sur le système financier. Alors, effectivement, en voyant les montants, on se dit, bah, le système financier va s'en charger, etc. Ils vont faire le job. On regarde par exemple l'épargne des Français, on dit, bah, il y a plein d'épargne, il n'y a qu'à la rediriger vers, etc. Alors, le problème, c'est que le système financier n'en est pas encore là. En général, alors, ils sont beaucoup plus, j'allais dire, je vais parler des investisseurs institutionnels et des banquiers, ils sont beaucoup plus préoccupés par le fait de verdir leur portefeuille que par financer la transition. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Verdir leur portefeuille, c'est sympa parce que finalement, il suffit, je vais dire, allez, je vais y aller un peu rapidement, il suffit de s'alléger un peu sur Total ou sur des trucs un peu fossiles et puis d'acheter un peu plus de vert, et puis c'est bon, on a un portefeuille vert. Mais l'objectif, c'est pas que les acteurs financiers aient un portefeuille vert, c'est que l'économie soit transformée. Et donc ça, c'est assez radicalement différent. Donc ça veut dire que c'est des investissements dans l'économie réelle, hein. Donc du coup, je laisse de côté les investisseurs qui sont parfois un peu loin de l'économie réelle. Moi, les acteurs qui m'intéressent plus, c'est les banquiers, qui eux sont très près de l'économie réelle, au très près de la décision d'investissement. Et là, c'est là où il faut davantage les impliquer pour qu'ils intègrent les questions non seulement d'atténuation, mais aussi d'adaptation, et qu'ils puissent dire, je vous finance ce projet, oui, non, ou je vous le finance à condition de. Aujourd'hui, ils n'en sont pas encore là. Mais bon, on va y arriver. Sur la question toujours des... Oui, enfin, les investisseurs, après, on peut se dire, voilà, enfin, la sphère financière, on peut faire de la régulation financière, très bien, mais à un moment, il faut quand même transformer les incitations dans l'économie réelle. Le jour où ça devient rentable ou obligatoire, ben, un financier finance. Ça, il n'y a pas, enfin, il y a pas à tortiller. Si c'est ni rentable ni obligatoire, bah, voilà, il va pas financer. Et je pense qu'on ne peut pas trop leur jeter la pierre. Si on parle non du secteur financier, mais d'une partie du secteur financier que vous connaissez tous, qui s'appelle les épargnants, si on vous disait, bah, tiens, votre épargne, est-ce que vous accepteriez de la mettre sur un truc qui n'est pas rentable et pas obligatoire? Je vous laisse me dire la réponse que vous voulez, mais ça va sauver la planète. Voilà. Bon, en général, vous ferez comme les épargnants normaux, vous direz, bon, ok, un peu pour sauver la planète, 1%, mais par contre, 99, je vais le mettre sur du rentable. Donc il faut que la transition devienne rentable, intéressante, obligatoire. Et puis l'autre question, c'était sur l'acceptabilité. Ah, vaste sujet. Alors nous, les Gilets jaunes, ça nous a beaucoup marqué. En plus, à l'époque, nos bureaux n'étaient pas trop loin des Champs-Élysées, donc on était aux premières loges. Le lundi matin, on voyait les grilles de protection des arbres démontées et tout. Ça nous a beaucoup marqué. Et en fait, la leçon qu'on en a retenue, c'est qu'il ne faut pas raisonner comme des économistes bêtes et méchants qui se disent il suffit de mettre le bon prix du carbone. Voilà, c'est un problème d'organisation, enfin de coordination des acteurs. Voilà, plutôt que de faire des normes, on va mettre un prix du carbone au bon niveau, suffisant pour ramener l'économie à zéro, et les agents économiques vont s'aligner là-dessus. Voilà, et boum, hein, ça va faire le travail. Bon, on a vu ce que ça donnait en fait, donc ça a pris la forme de la taxe carbone. En fait, ce qu'on a complètement oublié, c'est que les ménages, alors les entreprises, c'est partiellement vrai, mais surtout les ménages, sont dans un environnement, ils sont captifs. C'est-à-dire, vous avez votre voiture thermique, vous habitez à 30 km de là où vous travaillez parce que vous avez acheté votre petit pavillon à crédit, tout ça. Vous avez votre voiture achetée en leasing ou je ne sais pas quoi, et là, du jour au lendemain, on vous dit, bah, tiens, le prix de l'essence va prendre 10, 20, 30 centimes. En fait, vous êtes coincé. Vous faites quoi? C'est quoi vos options pour réduire la charge? Acheter une bagnole électrique, bah, un, vous venez d'acheter une voiture thermique, et deux, ça coûte cher, et puis en trois, il n'y a pas d'offre. Prendre les transports en commun, il n'y en a pas. Déménager, bah, vous venez d'acheter votre pavillon. Changer de boulot, bah ouais, tout cool, et puis vous avez aussi votre conjoint. En fait, vous êtes coincé. Donc on vous met dans une seringue, et puis on vous dit, bah, voilà, votre reste à vivre, enfin, vos dépenses contraintes vont augmenter. Moi, forcément, enfin, je me dis, c'est normal, les gens se révoltent. Et donc, ce qu'il faut faire, nous, la leçon qu'on en a, en fait, il faut accompagner. Et accompagner, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit faciliter la transition, donc typiquement donner des aides pour que les ménages achètent des véhicules électriques ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire favoriser l'offre, faire en sorte que les constructeurs développent des véhicules électriques, histoire qu'il y en ait qui soient disponibles. Ça veut dire mettre des transports en commun, etc. Mais ça, il faut le faire avant et pas après. Et donc, ça veut dire pour la puissance publique, ça veut dire qu'il faut accepter de mettre de l'argent pour lancer un marché, se dire mettre de l'argent ou mettre des obligations. Parce que bon, vu
voilà, je me dis que tout le monde n'a pas besoin d'être aidé au même niveau. Enfin, je sais pas, acheter une voiture électrique, moi perso, j'ai pas besoin d'être aidé pour ça. J'ai besoin d'être conseillé, le cas échéant, mais aidé, c'est pas les 2000 euros que donne l'État en plus ou en moins qui vont faire la différence. Par contre, des ménages dans les premiers déciles ont peut-être besoin d'être aidés. Donc s'il y a de l'argent public à mettre, c'est peut-être là-dessus. Et puis par contre, il faut peut-être obliger à l'autre bout du spectre. Voilà, donc il y a aussi, en fait, il y a plein de choses à faire. Mais encore une fois, obliger les gens qui ont les moyens, que ce soit les entreprises ou les ménages, les obliger. Voilà. Par contre, les gens qui n'ont pas les moyens, il faut les aider. On sort dans quelques jours un observatoire, on regarde un observatoire de la transition justement sur l'aspect social, où on regarde décile par décile les aides publiques dont bénéficient les ménages. Bon, en gros, les premiers déciles sont très bien aidés. Les déciles supérieurs sont encore trop aidés de notre point de vue. Au milieu, il faudrait aider davantage. Et puis surtout, les tout premiers déciles, il n'y a pas grand-chose qui existe pour eux, parce que les tout premiers déciles, en fait, ils sont ni propriétaires de leur logement, ni propriétaires de leur voiture. Donc là, il faut trouver des solutions qui soient autres. Mais ça peut être la voiture avec le leasing, ça peut être des transports en commun, ça peut être etc., etc. Enfin, il y a plein de choses à trouver, plein de choses à imaginer, mais il va falloir de l'argent public pour aider les premiers déciles. Là, je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. Merci. Je reste sur cette question de financement public-privé au fond. Ce qui est un gros débat aujourd'hui dans la conférence Ambition France Transport. Pour faire simple, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État ou des collectivités. La dette, c'est 170 milliards. C'est déjà excessif. Le déficit, c'est 170 milliards. La dette, elle est de 114% du PIB. On commence à juger que ça commence à devenir intenable. Donc, le premier réflexe pour rétablir les comptes publics, c'est d'arrêter les investissements. Donc, on est complètement à contrario de ce qu'on voudrait faire. Et l'idée qui commence à émerger, c'est qu'il y a beaucoup d'argent privé qui existe, d'épargne privée qui existe. Il y a des fonds d'investissement, y compris dans les infrastructures, qui attendent, disent-ils, une rentabilité raisonnable, mais pas forcément excessive, et qui pourraient investir dans la transition écologique, que ce soit dans les sujets de transport, d'énergie. Et pour autant, et c'est là ma question, pour autant qu'il y ait une équation économique qui leur apporte de l'argent. Donc on voit un certain nombre de secteurs dans lesquels ça pourrait fonctionner, le secteur des transports en état, parce qu'il y a des péages qu'on peut mettre, que les péages sont acceptables. Tout le monde accepte de payer des péages sur les autoroutes. Pourquoi pas augmenter un peu le prix des transports publics? Ça serait peut-être acceptable sous réserve de répartir ça justement. En revanche, pour l'adaptation au changement climatique, sincèrement, je ne vois pas où est l'équation économique. Qu'est-ce que ça me rapporte d'investir aujourd'hui pour, si ce n'est d'éviter des pertes futures? Mais ça ne me rapporte pas. Ce sont d'éviter des pertes futures. Alors là, je vais parler en tant qu'économiste. Éviter des pertes futures, en fait, ça rapporte. C'est un investissement qui est rentable dès que l'aléa se matérialise. Et là, il y a une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il va se matérialiser à un moment. Quand on ne sait pas. Le problème, c'est que ça crée un surcoût aujourd'hui. Et encore une fois, on vit dans un monde dans lequel la plupart des agents économiques se disent le climat va être stable. Donc ton surcoût, c'est un vrai surcoût. Alors qu'en fait, ce n'est pas un surcoût, c'est une forme d'assurance, ou en tout cas une assurance raisonnable sur le fait que ça va diminuer les coûts futurs. Donc là, pour moi, alors je vais déjà traiter le côté adaptation parce que c'est le plus facile. L'adaptation, pour moi, la seule façon de le traiter, c'est l'intégration dans la réglementation. Le modèle économique, honnêtement, il est pas assez visible pour un acteur économique parce qu'il y a un aléa. Il y a un aléa, mais qui a un horizon incertain. C'est très facile de dire bah, ça ne va jamais se matérialiser. Puis le jour où ça se matérialise, là, les gens sont les premiers à lever le doigt en disant ah, il me faut des aides publiques parce que voilà, j'ai bu le bouillon. Donc pour moi, c'est la réglementation. La RE 2020, ça va dans le bon sens, entre guillemets, au sens typiquement où ça le met dans la réglementation. Ça va dans le mauvais sens, au sens où ça regarde de l'historique et pas du prospectif. Mais là, tous les documents j'allais dire, toute la codification, il va falloir en fait revoir tous les codes. Code de l'urbanisme, les PPRI, tout ça, il va falloir les revoir au prisme d'un climat qui va changer. Un sacré travail normatif pour l'État français, mais en fait, il faut intégrer tous nos référentiels sont obsolètes, il faut le dire comme ça, parce qu'ils sont basés au mieux sur des historiques. C'est ça qu'il faut changer. Et là, il n'y a que la réglementation. La TRAC, c'est la première mouture. Agnès Pannier-Runacher, espérons qu'elle soit encore là à l'automne, a annoncé sa volonté de mettre la TRAC en dur dans la loi. Alors, je ne sais pas concrètement comment ça peut se faire, mais en gros, ça veut dire qu'il y a un caractère normatif. Alors, je vais dire opposable pour faire simple, il n'y a que ça qui pourra sauver.
Sur la question du financement alors des infrastructures, et je fais le parallèle avec la conférence sur le financement des collectivités aussi, en fait, on a un vrai sujet. Alors, je relis un peu les deux, parce qu'il y a quand même pas mal d'overlap entre les deux sujets. On n'a pas travaillé spécifiquement sur les infras. Par contre, on a regardé les infras côté collectivité locale, hein, donc enfin, tout ce qui est notamment ferroviaire, transport en commun, etc., route, dans pas mal de cas. Là, sur les collectivités locales, vous avez vu, il y a quand même pas mal de besoins d'investissement sur tout ce qui est infra au sens large. La question pour les collectivités, c'est comment elles vont faire x2, étant entendu qu'elles sont dans une situation budgétaire un peu compliquée. Et nous, on a fait alors pour aider l'exécutif, on a fait des scénarios de financement des collectivités locales. On s'est dit, OK, comment elles font pour faire x2? Et on a envisagé 4 hypothèses pour construire nos scénarios. On a fait 4 scénarios polaires. Il y a un scénario recours à la dette. Et donc là, la dette, il faut pouvoir payer les intérêts de l'emprunt pour avoir un budget à l'équilibre. Donc ça veut dire qu'il faut dégager de la marge de manœuvre du côté des dépenses de fonctionnement, etc. C'est pas simple, mais on y arrive. Par contre, on s'endette. Deuxième scénario, on s'est dit, c'est la redirection. C'est en gros, pour le dire en français, arrêter de faire des conneries et faire des trucs pour la collectivité. Faire un peu moins de ronds-points, faire autre chose, faire un peu moins de salles communales ou je ne sais pas quoi, ou faire une salle communale mais bas carbone et adaptée, etc. Enfin bref, rediriger. Les collectivités le font déjà, dans une certaine mesure, avec les outillages qu'elles ont, elles le font déjà, elles peuvent peut-être aller un peu plus. Voilà. Troisième scénario, c'est... il en manque un là du coup. Troisième scénario, c'est les ressources propres, donc la fiscalité locale par exemple. Non, pardon, c'est la fiscalité locale avec le peu qui leur reste. Et puis le dernier scénario, c'était tout ce qui était ressources propres, avec y compris tarification des usages, ou bien vente de bijoux de famille, utilisation de la trésor, etc. Donc on a fait ces 4 scénarios, et en fait, dans tous les scénarios, à chaque fois, on n'arrive pas à boucler, même en poussant les potards à fond. Et donc le delta, nous on se dit, le seul truc raisonnable, c'est la dette. Ce qui pose un petit problème, puisque c'est de la dette consolidée, maastrichtienne, et donc si la dette des collectivités augmente, la dette maastrichtienne augmente. Pas bon. Et donc l'État se retrouve à faire des injonctions contradictoires en disant aux collectivités, investissez pour la transition parce que j'en ai besoin pour tenir les objectifs, vous faites les 3/4 de l'investissement public, etc. Et en même temps, vous endettez pas trop. Donc, moi, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc à un moment, soit on fait comme les Allemands, on se dit, bon, finalement, la question de la dette, il y a un sujet autour de ça, il faut la maîtriser, etc. Mais on va se donner le droit de s'endetter plus, mais à condition d'investir pour des trucs qui en valent la peine. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait. Donc ça revient sur la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui est important ou pas. Soit on se dit, ok, non, voilà, on ne va pas s'endetter, mais dans ce cas, on a du mal à voir comment on va boucler avec uniquement tarification des usages, fiscal local et redirection. On est en train d'essayer de qualifier un peu plus, de quantifier un peu plus précisément le volet redirection, histoire de s'assurer qu'on ne loupe pas un truc. Mais voilà, enfin, vu de Bercy, c'est très simple, hein, tout peut se faire avec de la redirection. Vu du terrain, on se dit qu'on a des raisons d'être un peu plus circonspect sur le potentiel de la redirection. En tout cas, on a un sujet dette, ça c'est certain. Il y a le même sujet au niveau européen, d'ailleurs, hein, puisqu'on a une question d'endettement au niveau européen. Nous, on ne disait pas ça il y a quelques années, mais là, on a du mal à voir comment on va pouvoir boucler sans s'endetter davantage. Donc c'est peut-être, si on veut réduire le poids de la dette, ça veut peut-être dire qu'il faut arrêter quand même des dépenses sur d'autres sujets. Mais là, encore une fois, c'est là où s'arrête notre mission. Moi, je me sens légitime pour dire ce qu'il faut faire sur la transition. Je ne me sens absolument pas légitime pour dire ce qu'il faut faire sur d'autres secteurs. Une question dans le fond, là. Bonjour, Florian Ortega, cette organisation. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'intégration de l'adaptation dans la réglementation. Donc, il se trouve qu'au hasard d'une lecture d'un rapport que vous avez présenté, le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2024, 850 pages, mais que je recommande. Je ne l'avais pas lu par plaisir, hein, c'était Alexis qui m'a demandé de le lire. mais moi, j'aurais pu me connaissant. Mais ce rapport dont je recommande la lecture, j'avais été assez stupéfaite d'apprendre que dans les PCAET, donc les plans climat, air et énergie des territoires, pour ceux qui ne connaissent pas, il est devenu obligatoire, donc ils sont devenus obligatoires depuis 2016 pour les intercos de plus de 20 000 habitants. Et dans ces PCAET, donc il y a un volet adaptation et les intercos sont censés produire un diagnostic de vulnérabilité
Et 2, réaliser une estimation du coût de l'action ou du coût de l'inaction. Et ce que les rapporteurs avaient trouvé dans ce travail pour élaborer ce fameux rapport, ce fameux RPA, c'est qu'il n'y avait aucune des intercommunalités en France, en tout cas dans leur échantillon, qui avait estimé ce coût de l'inaction et ce coût de l'action. Donc, en fait, c'est dans la loi. Il y a un décret du, je crois, 16 août 2021, pardon, qui leur demande de faire ça, 2021, non, 2016, donc c'était un an après l'accord de Paris, et ça n'est pas fait. Et donc, j'ai peut-être 2 questions. Donc, la première, c'est que si jamais vous n'avez pas lu autant dans le détail ce rapport que moi, les rapporteurs recommandent en fait d'enlever cette mention parce qu'ils parlent de soucis méthodologiques. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'au début de votre présentation, on voit très bien qu'on arrive à estimer ce coût d'inaction au niveau national. Donc, pourquoi on n'arriverait pas à le faire au niveau intercommunal? Et la deuxième question, c'est que j'ai un peu travaillé au Royaume-Uni et ils sont assez en avance sur ces questions de coût d'inaction. Il y a des cabinets qui sont spécialisés sur le coût de l'inaction climatique. Et je voulais savoir si vous avez vu, au travers de vos recherches, une corrélation entre l'avancée sur ces questions d'estimation du coût d'inaction et le fait d'agir et d'investir dans des plans climat plus, dans des programmes pluriannuels, comme vous l'avez mentionné à la fin, un peu plus poussés. Alors, bonne question. Sur le deuxième volet, je peux déjà répondre. Moi, je n'ai pas connaissance, mais il faudrait demander en fait à Vivian Despoès et Guillaume Dolk, qui sont les 2 personnes qui travaillent vraiment sur ces sujets. Parce que je suis sûr qu'ils auront soit un exemple, soit enfin, voilà, une intuition en tout cas. Et alors, sur la première partie de la question, alors c'est effectivement surprenant qu'un décret de la République française ne soit pas mis en œuvre sur le terrain. Mais en fait, ouais, ça relève simplement un truc, c'est que c'est pas tout de décréter. Il faut ensuite s'assurer que c'est fait et donc que les collectivités ont les moyens de faire ce qu'on leur demande. Alors là-dessus, il y a 2 briques quand même. Donc déjà, il y a la partie PPI aligné climat qu'on va produire là dans quelques jours, qui va finalement permettre aux collectivités de produire une évaluation des besoins d'investissement pour l'adaptation, mais à condition de se poser évidemment toutes les questions. Qu'est-ce qu'on est prêt à quoi on est prêt à renoncer? Qu'est-ce qu'on veut préserver à tout prix, etc. Donc, ça va être du travail à faire pour elles. Et puis à compter du 1er juillet, normalement, alors il y a une obligation maintenant réglementaire pour les collectivités de plus de 3500 habitants qui est de produire un budget vert, enfin une annexe verte au compte administratif en jargon normal. Et donc un budget vert, c'est quoi? C'est sur la base non pas du budget en cours, mais du réalisé. Regarder, faire du tagging, c'est-à-dire regarder l'ensemble des lignes budgétaires qui ont été dépensées, regarder ce qui est vert, ce qui n'est pas vert et ce qui contribue aux objectifs. Alors, à partir du 1er juillet, normalement, pour le premier exercice, les collectivités doivent faire uniquement le volet atténuation. Mais ensuite, il y aura un volet adaptation, etc. Et puis peut-être d'autres volets qui seront ajoutés. Donc là, ça permettra au moins aux élus et puis à tout électeur de regarder, en regardant le compte administratif, de voir ce qui est vert et ce qui n'est pas vert dans le budget de la collectivité. Alors, c'est une photo rétrospective. Ça ne dit rien sur le prospectif, mais ça permet déjà de voir, de mesurer l'effort qui est fait en termes budgétaires par une collectivité. Après, pour nous, il faudra compléter par une démarche de type PPI aligné climat pour regarder la hauteur de la marche, qu'est-ce qui reste à faire, qui là est vraiment spécifique à chaque collectivité en fonction du contexte, de ceux qui sont prêts à faire ou pas. Mais là, normalement, ça devrait, on espère rien du tout, mais si jamais l'État se dit, tiens, on va faire comme pour le budget vert, on va le rendre obligatoire pour les collectivités, à condition qu'elles ont les moyens de le faire, ça permettra, d'outiller les élus des collectivités pour faire les choses bien, et puis 2, aux électeurs de regarder un petit peu ça. Donc le budget vert, c'est nous qui étions à l'origine du truc. On n'était pas en faveur d'une généralisation parce que ça nous semblait enfin bref, pour tout un tas de raisons. Bercy a voulu le généraliser, donc on essaye au moins d'en obtenir le maximum. Et PPI aligné climat, on continue et donc à suivre dans quelques jours. Voilà. Merci. Alors, il nous reste moins d'une dizaine de minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre encore 2 questions. Alors, donc, il y a une question là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va essayer de grouper les 2 derniers paquets. Alors, on va faire un paquet de 2 fois 2 questions, si vous voulez bien. D'accord? Donc, vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? OK. Merci, Alexis. Je vais du coup aller très vite, s'il ne reste que 10 minutes. Déjà, on va imaginer qu'en France, on trouve la solution et qu'on arrive à la financer. Sur ce principe-là. La réalité, c'est que vous l'avez d'ailleurs évoqué, le climat, il ne dépend pas que de nous, il dépend aussi de ce qu'ont fait nos camarades. Donc les trajectoires que vous avez montrées au début montrent qu'on n'est pas exactement
sur la ligne la plus vertueuse, même à supposer qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris ces dernières années, en particulier au moment de l'accord de Paris. On voit bien que ce n'est pas la trajectoire actuelle, puisque globalement, la situation de la planète attire les regards sur autre chose que sur le climat en ce moment, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet pour voir à quoi je fais allusion. Donc, comment on règle cette question de notre interdépendance, finalement, hein, par rapport à l'ordre mondial, sachant qu'aujourd'hui, un certain nombre des gros acteurs mondiaux ne font pas grand-chose pour le climat. Et quand je dis ça, je ne pense même pas à la Chine, parce que je pense que la Chine, aujourd'hui, est probablement un des pays qui en fait le plus, même si on continue à la stigmatiser sur pas mal de ces sujets-là. Ça, c'est un commentaire. Enfin, c'est une question. Voilà. Et un petit commentaire, parce que vous avez évoqué de façon humoristique ce que ça pouvait faire que de vivre dans un monde à 50 degrés. Je pense qu'il y a dans cette salle des gens qui le savent et qui l'ont expérimenté. Il suffit d'aller à Riyad, et on a tous eu des missions à Riyad au mois de juillet ou au mois d'août. Et c'est même probablement encore mieux à Riyad parce que c'est un climat sec et le 50 degrés en France, il sera humide. Voilà. Et ça suffit à comprendre, ne serait-ce qu'en termes de qualité de vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne dans la rue. Ça veut dire qu'effectivement, les gens ne circulent qu'en voiture climatisée pour entrer dans des immeubles climatisés dont on sait que ça aggrave assez fortement la situation. Donc, c'est une simulation, je dirais, grandeur nature. En 2 questions en même temps, hein, donc. Bah, ça tombe bien parce que ça rejoint un petit peu ce qu'il demandait. Moi, c'était par rapport, vous avez parlé de mutation de l'économie radicale. Si jamais on arrive en France à muter radicalement notre économie, mais qu'au niveau mondial, ça mute pas pareil ou ça mute pas du tout, si je pense aux États-Unis qui sont pas du tout dans cette optique-là en ce moment, est-ce qu'on reste compétitif en France? Est-ce que ça nous empêche d'être dans une dynamique internationale au niveau de l'économie? Est-ce que ça nous empêche de justement investir plus dans la transition ou pas? Donc ça, c'est aussi une question que je me suis posée pendant la question. Ouais, donc bon, en fait, ça pose la question de la coordination, enfin finalement de la coordination internationale. Alors, bon, je vais essayer par quoi je peux. Oui, alors effectivement, on ne contrôle pas ce que font les autres États. Et en fait, un certain nombre d'États ont entamé leur transition avec plus ou moins de sérieux. La Chine ne fait pas partie des derniers, on va dire. Enfin, en tout cas, ils ont bien compris et qu'il y avait quelque chose à faire. La raison pour laquelle les États font leur transition, en général, peut avoir avec le climat, mais plutôt avoir avec des questions de souveraineté, de sécurité, compétitivité. Et c'est très bien. Enfin, moi, ça me va tout à fait. C'est un narratif tout à fait achetable. Donc, ce qu'on ne contrôle pas, c'est la vitesse à laquelle les mutations vont se faire, parce que ça va dépendre de logique, j'allais dire, un peu plus économique. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je me dis, bon, au bout d'un moment, il y a un truc qui est quand même assez simple. Les réserves de combustibles fossiles, par définition, sont finies, enfin, au sens mathématique du terme. Donc, quand bien même on se dit, on veut tout cramer, ok, on va y arriver, ça va faire 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Bon, on sera, je ne sais pas, plus 12, plus 13, je ne sais pas, mais à un moment, on arrivera aux zéro émission nette, de toute façon. Et ça sera peut-être dans 300 ans, voilà. Mais donc la question, c'est pas de savoir si on peut y arriver, mais dans quelles conditions on y arrive et comment on anticipe. Voilà. Donc moi, il y avait une citation du ministre saoudien de l'énergie qui disait on est sorti de l'âge de pierre avant d'être à court de pierre, on sortira de l'âge de l'énergie fossile avant d'être à court d'énergie fossile. Voilà, je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais en tout cas, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Voilà, on n'est pas obligé d'exploiter une ressource jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il va falloir apprendre à le faire. Et moi, ma conviction, c'est que les États vont le faire pour des raisons j'allais dire, économiques. Une bagnole électrique, pour ceux qui ont essayé, c'est quand même vachement plus confortable et accessoirement moins coûteux à l'usage qu'une voiture thermique. Donc au bout d'un moment, les gens qui ont des moyens vont acheter des véhicules électriques à condition d'avoir les bornes de recharge, les réseaux qui vont bien derrière, etc. Et là, l'environnement n'a rien à faire dedans, mais vraiment rien à faire. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles c'est plutôt d'autres drivers qui vont jouer, y compris des drivers de type compétitivité. Sur la question donc, de la coordination aussi, alors il y a un machin qui s'appelle l'ONU, qui de temps en temps se réunit. Alors c'est pas là que les décisions se prennent, mais pour moi l'ONU c'est quand même la voiture balai. C'est finalement là on se dit ok, c'est quoi le minimum qu'on est prêt à faire et ça sert au moins à ça, il faut le préserver. Au moins sur le climat ça sert à ça et ça sert à se mettre d'accord au moins sur le cadre dans lequel on est prêt à jouer. C'est pas terrible, mais c'est vraiment
absolument indispensable. Et sur les questions, alors sur les épiphénomènes, bon, la Chine, je pense que leur transition est entamée. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas qui aurait parié il y a 10 ans que ça serait classe d'acheter des véhicules fabriqués en Chine. Voilà. Dans le meilleur des cas, on serait dit, ouais, les batteries peut-être. Maintenant, c'est les véhicules qu'on va acheter en Chine. Donc non seulement ils en font pour eux, mais ils en font pour le reste du monde. Aux États-Unis, je pense qu'il ne faut pas non plus. Alors, il y a un phénomène assez profond, un backlash assez profond. Trump 2 est bien plus organisé que Trump 1. Là, il fait les choses de façon non partisanale mais industrielle. Après, il y a quand même des dynamiques locales. Pour Trump 1, il y avait tout un tas de collectivités locales et d'États qui avaient engagé le mouvement We Are Still In. Et pour Trump 2, alors bon, il y a tout un tas de mouvements, j'allais dire, contraires aussi. Un petit test quand même. À votre avis, quel est l'État qui a le plus de capacité en énergie renouvelable aux États-Unis? Le Texas, ouais. Donc JR doit se retourner dans sa tombe. C'est plus le pétrole. Et par ailleurs, qui détermine les normes pour les bagnoles? Est-ce que c'est Washington? Non, c'est l'État de la Californie, qui a depuis de nombreuses années une réglementation plus restrictive sur les bagnoles. Et en fait, les constructeurs américains, bizarrement, ils ne font pas des bagnoles pour la Californie et des bagnoles pour le reste des États-Unis. Ils s'alignent sur la Californie. Donc vous voyez, il y a aussi des... Et c'est d'ailleurs l'objet d'une bataille juridique entre la Californie et Trump en ce moment, parce qu'ils voient bien, c'est le truc qui l'emmerde, c'est le caillou dans sa chaussure, c'est la Californie. Tout ça parce que voilà, il faut fabriquer un machin qui se vend partout aux États-Unis, mais aussi en Californie. Donc voilà, il y a quand même aussi des forces de rappel. Bon, moi, je me dis, là, on est en train de perdre du temps qui est précieux, mais bon, il y a quand même une force de rappel, disons, qui va nous ramener vers la transition. Encore une fois, il y a un problème aussi de CAPEX, OPEX. Le fossile, c'est très OPEX intensif. Les renouvelables, le bas carbone, on peut mettre le nucléaire dedans, c'est très CAPEX intensif. Par contre, après, en OPEX, c'est beaucoup plus fin. Ça pose d'autres problèmes, mais bon, d'autres problèmes sur la stabilité des réseaux, etc., les machines tournantes, tout ce qu'on veut, mais et honnêtement, si on est en train de taper sur le PV parce que c'est pas une machine tournante, je me dis là on se trompe de combat, c'est pas le sujet, quoi, me semble-t-il. Bonjour. Donc on disait tout à l'heure que les investissements en faveur de la transition étaient réalisés uniquement s'ils étaient rentables, notamment par les acteurs privés. Et on disait que ce n'était pas forcément des bénéfices créés, mais des coûts évités. Mais si je comprends bien, les coûts évités, ils sont plutôt à l'échelle de la société entière, et donc pas directement pour l'investisseur. Donc comment est-ce qu'on recapture cette valeur pour rendre rentable l'investissement de base et donc le faire se réaliser concrètement? Voilà, je peux répondre rapidement, mais c'est l'intérêt de l'adaptation, enfin c'est l'intérêt de la réglementation ou de la politique publique. En fait, il y a quelque chose qui est rentable socialement et qui n'est pas rentable pour un agent économique. Et donc à ce moment-là, la réponse en termes de politique publique, c'est d'internaliser l'externalité, pour le dire de façon très rapide, c'est-à-dire mettre une obligation, de la fiscalité, etc., qui rendent la chose sociable, enfin désirable socialement, intéressante pour l'acteur économique. Là-dessus, en tout cas, enfin, la théorie est simple. Après, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Oui, alors, c'est peut-être lié à mon âge, mais dans l'histoire, on a quand même connu des périodes de murs d'investissement forts comme ça. Je pense que le papa de votre président a participé à ça. On s'en est sorti, donc après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction, le logement, le développement de l'agriculture verte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas enfin, j'imagine que vous regardez ça, comment ça s'est fait, et quelle est la différence par rapport à aujourd'hui, la démographie, l'endettement initial, est-ce que c'est quoi? Très bonne question. Alors effectivement, il y a eu des périodes de reconstruction, etc. Alors j'essaye de reprendre mes cours d'histoire économique. Il se trouve qu'il y a un machin qui a été créé justement pour ça. C'est un truc qui s'appelle la Caisse des dépôts, donc qui est une de mes mamans pour le coup. 1816, l'idée, c'était d'utiliser l'épargne des Français vers des objectifs d'intérêt général, donc pour financer. Alors aujourd'hui, ça finance essentiellement le logement social. Si vous avez de l'épargne réglementée, normalement, si vous êtes des bons Français, voilà, vous avez ça, du livret A, du truc comme ça sert à financer le logement social et puis peut-être d'autres machins. On parle de financer la défense avec, ou en tout cas des priorités d'intérêt général. Accessoirement, enfin, la Caisse des dépôts, typiquement, a su orienter au cours des siècles, ces objets d'intervention. Les chemins de fer au 19e siècle, ça a été les autoroutes ensuite, dans les années 60 ou 70. Voilà, donc bon, là maintenant, Olivier Sichel, donc le nouveau DG de la Caisse des dépôts, a souhaité faire de la transition écologique un axe fort, donc très bien. En tout cas, ça va accompagner, mais pas faire à la place d'eux, les pouvoirs publics. Donc là, déjà, il y a une
première réponse. Les pouvoirs publics devraient pouvoir continuer à faire ça aussi, mais ils devraient accompagner la Caisse des dépôts, ou en tout cas s'aider de la Caisse des dépôts ou d'autres investisseurs publics qui pourraient faire le taf. Et puis, ce qui manque aussi, sur l'après-guerre, on a fait un truc, on avait beaucoup d'argent avec les encours du plan Marshall, et on a créé une institution qui s'appelait Le Plan, à l'époque, dont l'objet était de maintenir les communistes hors des frontières de France, évidemment, mais surtout de diriger les encours du plan Marshall vers les besoins de la reconstruction, de façon planifiée, c'est-à-dire ordonnée, avec des objectifs clairs, etc. Bon, ça a pas mal marché. Alors, le plan d'à l'époque n'était pas tout à fait le plan qu'on connaît jusqu'à présent. Alors, il y a un nouveau secrétaire général au plan, un nouveau commissaire général au plan, donc Clément Beaune, qui vient d'arriver il y a quelques semaines. On va voir ce qu'il a prévu de faire ça, mais ils ont déjà fusionné le plan avec France Stratégie, etc. Il y a le secrétariat général à la planification écologique qui a maintenant, oui, ça a été annoncé qu'il y a une nouvelle tête. Voilà, donc voilà, il y a tout j'allais dire, une cellule au sein de l'administration qui doit pouvoir justement se dire, j'oriente, c'est Antonin Augier qui a pris la tête du SGPE, donc qui doit pouvoir orienter les priorités de la France vers les besoins de la planification écologique. Aujourd'hui, je pense ne pas trahir de secret d'alcôve, le secrétariat général à la planification écologique a existé sous la férule d'Elisabeth Borne. Voilà, c'est elle qui l'a créé. Antoine Peillon, à l'époque, avait un dialogue très fluide avec elle. Janvier 2024, c'était l'arrivée de Gabriel Attal qui s'est complètement désintéressé du sujet, mais désintéressé. Barnier, on n'a pas eu le temps de voir, et Bayrou, on attend encore, mais voilà. Donc, mais en tout cas, il y a une question de pilotage par la puissance publique. Pour nous, ça doit être fait au niveau du Premier ministre. C'est pas un machin qui doit être. C'est pas un sujet du ministère de l'Environnement. C'est un projet de société dont on est en train de parler, donc c'est Premier ministre. Et c'est un truc plan, c'est planifié. Planifier, c'est pas un truc en mode gosse-plan, hein, c'est simplement se dire quelles sont nos priorités, où est-ce qu'on met de l'argent, et notamment public, et comment on attire de l'argent privé. Et l'argent privé, il ne vient pas par opération du Saint-Esprit, en général, il vient avec des incitations. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à. Et puis surtout, c'est ne pas se tromper de combat. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait plus? Là, c'est peut-être ça qu'on a du mal à faire. Oui, sur ce sujet justement des choix. Et pour être concret sur la question des milliards, donc dans le domaine de l'eau, nous, on voit bien deux exemples récents. Il y a un lobby pour le renouvellement des réseaux d'eau qui dit que ça va coûter 3-4 milliards par an. Or, ça n'a pas de sens de se dire qu'il faut tous les renouveler pour atteindre un rendement de 100%, etc. À quoi ça sert d'avoir des réseaux qui ne fuient pas si on n'a pas de ressources, par ailleurs? Donc, je veux dire, derrière ces milliards, il y a un boulot très fin de compréhension des bons investissements. Autre exemple, on vient d'investir 2 milliards d'euros pour rendre la Seine baignable à Paris. C'est un objectif très louable. On y a participé. Je ne suis pas certain que dans un contexte de ressources plus contraintes, demain, on mette ces 2 milliards. Voilà. Ma question, c'est sur le levier de la commande publique. Le levier de la commande publique. On sent qu'il y a, on a l'impression qu'il y a un frein en fait pour qu'il soit réellement adopté et que cette commande publique, qui est en fait un instrument formidable de transmission de la contrainte et de la réglementation, aujourd'hui, pour une raison qu'on ne s'explique pas complètement, il est assez peu activé, disons. Oui, en réaction sur la commande publique, oui, je suis d'accord, enfin, notamment sur la question de l'adaptation. Si vous avez des solutions d'adaptation, en général, dans un cahier des charges, ça n'apparaît pas. Donc, quand vous mettez ça dans la réponse, on vous remercie en vous disant c'est sympa, mais c'est plus cher, donc on ne va pas prendre. Voilà. Donc, ce qui est un petit peu embêtant, il y a un vrai sujet autour de la commande publique. Alors, espérons qu'avec l'adoption de la TRAC, etc., ça va finir par percoler, notamment dans les cahiers des charges pour les donneurs d'ordre publics. En tout cas, encore une fois, si j'étais décideur public, pour moi, c'est un investissement très raisonnable de l'adaptation au changement climatique. Et ça ne veut pas dire tout refaire aujourd'hui, ça veut dire utiliser les bonnes fenêtres d'opportunité de façon systématique, ce qui est très différent. Effectivement, pour prendre un exemple sur le transport ferroviaire, refaire tous les ouvrages hydrauliques, tous les ponts et compagnie maintenant pour s'adapter au climat de 2100, ça n'a aucun intérêt. C'est foutre de l'argent par la fenêtre. Par contre, à chaque fois qu'il y a une intervention qui est prévue, se dire que là, ça a de l'intérêt. Et donc, c'est aussi pour ça, planifier, pour moi, c'est pas seulement se donner des objectifs et des trajectoires, c'est aussi planifier les besoins d'argent qui vont être nécessaires, publics et privés, et se dire, OK, le public, voilà mon plan de financement, voilà mon business plan, pardon pour le gros mot, moi, puissance publique, voilà mon business plan, et l'argent privé,
mais il ne vient pas non plus par opération du Saint-Esprit. Voilà les politiques que j'ai prévu de mettre en œuvre, des obligations, de la fiscalité, des normes, afin que l'argent privé soit attiré. C'est en théorie ce que doit faire l'ASPAFT. Voilà, je vous laisse lire l'ASPAFT et me dire si, à votre avis, ça va arriver à cet objectif. Bon, en 2024, j'ai ma réponse. En 2025, donc à suivre en septembre. Merci Benoît. Je voulais te remercier très sincèrement là, au nom du groupe CETEC, au nom de Michel et de toute l'équipe de direction du groupe, pour ton intervention qui nous nourrit. Comme je te l'ai expliqué, on est en train de travailler sur notre prochain plan stratégique à l'horizon 2030 et c'est des éléments qui vont être extrêmement précieux certainement pour nous aider à prendre la bonne direction et à faire les bons choix. Donc merci beaucoup. Simplement, dernier mot, vous avez le droit, vous avez compris, enfin nous, notre théorie du changement, que c'est les pouvoirs publics qui vont faire bouger le truc. Vous avez le droit de faire du lobbying. Enfin, vous êtes une non, mais il faut être clair. Enfin, vous avez le droit de faire du lobbying et de vouloir faire changer les choses.